Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue ce matin sur votre antenne avec 10-12 le Zénith. C'est un plaisir encore de partager cette belle tranche d'antenne avec vous comme c'est le cas chaque jour de lundi à vendredi. Et avec vous encore, on aura l'occasion de parler des sujets qui peuvent fâcher véritablement ce matin. Mais surtout, un regard plongé au sein de la Fédération camerounaise de football aujourd'hui. Et vous le savez, hier encore, le TAS a interpellé la Fédération internationale de football association, lui demandant de lui expliquer d'ici le 26 février prochain la question évidente de Seydou Mbombo Njoya qui siège encore en tant que président alors qu'il était destitué le 15 janvier dernier à la veille bien sûr du championnat d'Afrique des Nations. Qu'est-ce qui peut expliquer l'imbroglio aujourd'hui perceptible à la Fédération camerounaise de football? Peut-on également se poser des réelles questions sur la proposition de Paul Biya qui le 10 février dernier invitait les Camerounais à prendre plus conscience sur ce qu'il en sera bien évidemment de l'avenir du sport au Cameroun, notamment à la Fédération camerounaise de football. Le spectacle est à ciel ouvert aujourd'hui. On attend de voir au courant de la journée ce qui va suivre. La grande famille est au complet, comme tous les jours. Charles Amel, Bombo, Karine, Dominique, Audrey, Oyengelek et moi-même, oui, ensemble unis pour la même mission, pour vous conduire jusqu'à 10h, jusqu'à 12h, mesdames, messieurs. Merci infiniment de vous installer confortablement. Bombo Bengal Kanje, bonjour. Bonjour Monsieur Ngacho Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Bonjour Salamel, Mathieu. Bonjour Monsieur Michel, bonjour à tous les téléspectateurs. Karine Santia, c'est encore un plaisir d'être avec vous, bonjour. Bonjour Michel et bonjour aux téléspectateurs. Et bonjour bien sûr à Dominique Audrey-Yengelek. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour monsieur. Bonjour Michel. Elle est très heureuse ce matin, Bonjour, ça peut bien se voir. Bonjour aux téléspectateurs aussi. J'espère que vous allez bien. Mais je vais très bien. Vous nous partagez votre sourire. Ça nous rassure. Vous savez qu'être vivant tous les jours, c'est une bénédiction. Ouais. Être vivant. Donc, lorsqu'on a l'occasion d'être en vie, d'être en santé, d'être entouré par des gens qui nous aiment et qu'on aime en retour, ça fait ça certains matins. Merci. Et madame, messieurs, n'oubliez pas les plateformes qui sont les vôtres. Vous les connaissez. Laissez-nous bien sûr vos commentaires au sujet qui seront développés sur ce plateau ce matin. Et l'histoire du jour est une histoire particulière. Qui ne fait pas sourire du tout. Qui énerve. Qui énerve parce que c'est l'histoire malheureuse d'un jeune Camerounais âgé de 30 ans, un artiste musicien. De son vrai nom, il s'appelle Oloa Mbele Gislin. Il est âgé de 30 ans. L'histoire commence à l'université, il allait encore à l'université lorsqu'il a rencontré cette jeune femme avec qui il a eu une idylle. Et pendant 5 années, ils se sont aimés. Et après 5 ans, il a décidé de faire de cette jeune femme Ebaji Ebango son épouse. Il a doté cette femme, dit-il, à hauteur de 3 millions de francs CFA. Les documents, vous les verrez tout à l'heure à l'antenne. Il a eu la signature de l'acte coutumier également. Et oui, malheureusement, un mois après le mariage, c'est comme ça, hein, un mois après le mariage, la jeune dame a eu une grossesse malheureusement qui n'a pas abouti. Et ensuite, elle a eu une autre grossesse, encore une fois, qui n'a pas abouti. Et par la grâce de la Providence, elle a réussi à donner naissance il y a quelques mois à une magnifique petite fille qui aujourd'hui vit avec ses grands-parents. Mais malheureusement, 2 mois après la naissance de cet enfant-là, l'épouse de Monsieur Oloa Mbele a rendu l'âme suite à une éclampsie due à sa grossesse. Puisqu'elle était venue vivre, accoucher auprès de sa famille ici dans la ville de Douala, et lui il est resté à Yaoundé, donc pour les obsèques, on a ramené la dame, la défunte à Yaoundé, où on l'a enterrée et le bébé est resté également ici à Douala avec sa famille. Donc après les procédures, après l'enterrement et autres, le papa de la jeune fille a décidé du bébé, a décidé de se rapprocher de sa belle famille pour essayer de reprendre l'enfant. Et voilà que la famille de la jeune femme est en train de le repousser. Monsieur Ngacho, j'ai un peu de mal. Hein, poursuivez la famille de la jeune femme a repoussé le monsieur à 2 reprises. En mois de décembre, on l'a repoussé et plus tôt au mois de janvier également, on l'a repoussé, on lui a dit qu'on ne lui donnerait pas l'enfant parce qu'il était à l'origine de la mort de leur fille. Donc ce monsieur est allé porter plainte. On a convoqué les parents de la jeune fille qui sont
déjà âgés, 70 et 60 ans par là. 75 et 65 Voilà, ans. voilà, par là. 76 et 65 ans. Et 65 ans, Ouais. par là. Et au niveau des postes de police, disons ça comme ça, ils ont fait savoir, du moins ils ont donné leur version, et ils ont dit que le monsieur Oloa Mélé était responsable de la mort de leur fille, et il était hors de question qu'on lui donne l'enfant. Donc, à côté de ça, puisqu'il n'y avait pas de moyen d'entente, de terrain d'entente entre les deux, ils se sont retrouvés devant un procureur, et celui-ci était censé trancher. Donc, lundi, le procureur lui a dit, monsieur, ramenez juste nous 2 garanties, que vous aurez de quoi vous occuper. De qui vous occuper de cet enfant, du moins 2 femmes qui pourront vous aider dans le processus d'accompagnement, d'encadrement de cet enfant. Donc, il a fait venir sa jeune tante qui vit avec lui dans la ville de Yaoundé. Elle est âgée quasiment de 30 ans par là. Et il a également sa tante qui étaient les 2 dames qui devaient l'accompagner et l'aider à élever cette petite fille, qui se sont ramenées dans la ville de Douala. Et également, on lui a dit acheter de quoi, la nécessité du lait, quelques vêtements, la première nécessité, parce que vous allez avoir votre enfant dans les prochains jours. Donc hier, ils arrivent là-bas, le même procureur lui dit, monsieur, je suis désolé, vous ne pourrez pas avoir cet enfant-là, vous pourrez voir cet enfant quand la famille de la dame va en décider, et peut-être lorsque l'enfant aura 1 an et demi par là, mais auquel cas, ce sera à la famille de décider si vous pourrez ou pas avoir cet enfant-là. Voilà. Et de toute façon, c'est un peu bizarre que cette femme soit morte. En Comme tout cas, ça. on va en parler. devra enquêter sur On va en parler justement, Dominique Audrey, même si l'histoire elle est très longue quand même. On va peut-être, on va rapidement faire une contraction. Comprenez très bien que l'on est marié, on est légitimement ou légalement marié. On a sa femme, on fait des enfants, on fait un enfant, on fait une première fausse couche, c'est ça? Première fausse couche? 2 fausses couches. 2 fausses couches, mais troisième fois, troisième tentative, on a un enfant. Oui. Et 2 jours après la naissance, justement, la femme décède et laisse bien sûr le bébé. Voilà. Mais la famille, gentiment, le garçon se dit, bon d'accord, on remet d'abord l'enfant, puisque l'enfant est né entre les mains de la mère de la fille. Et maintenant, lui qui a épousé cette fille, on confisque son enfant en lui disant, tu ne pourras pas tenir. Et il dit, non, tout ce que je demande simplement, c'est d'avoir la consolation justement du départ de mon épouse avec notre enfant, et on refuse de lui concéder son enfant. Lui choisit quand même les voies légales. Il va au tribunal, il se fait entendre, et c'est bien sûr le procureur qui lui a dit au départ que mais c'est normal que vous revendiquiez votre enfant avec documents en appui. Ce qui est curieux par la suite, c'est que le jour où il faut rendre le verdict, le procureur lui dit, vous ne pouvez pas prendre soin de vos enfants. Alors, Karine Santia, lorsqu'on a 75 ans et 76 ans, 65 ans, honneur aux parents en réalité. On peut encore être à même vraiment d'éduquer un enfant comme ça. Et pourtant, le père de l'enfant qui a 30 ans veut simplement son enfant. Et il a tous les documents. Et la loi l'accompagne. Il a tous les documents, acte de mariage, acte de naissance de l'enfant, acte les actes au niveau de l'église, les éléments de la dot. Mais finalement, comment vous interprétez ça, vous? Les grands-parents peuvent éduquer cet enfant. Les grands-parents peuvent prendre soin de cet enfant. La preuve en est que lorsque certaines femmes veulent se marier et qu'elles ont eu un enfant au mariage, la plupart du temps, elles laissent les enfants à leurs parents, peu importe l'âge. Si c'est pour ça, c'est pour répondre déjà à votre question. Non, peuvent. Ils peuvent, c'est ce que je dis, ils peuvent. Maintenant, lorsque vous êtes légalement marié, la loi prévoit que après le décès d'un des membres, d'un des deux du couple, les enfants reviennent d'abord à l'homme. C'est maintenant, lorsqu'il y a des représailles, lorsqu'il y a des critiques par rapport à la manière avec laquelle vous entretenez ces enfants, votre disponibilité, le temps que vous pouvez prendre pour éduquer ces enfants-là, que maintenant la famille peut décider de faire appel pour pouvoir prendre les enfants et les éduquer normalement. Maintenant, ce qu'on cherche souvent, c'est que l'enfant ait l'équilibre père-mère dans son éducation. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des parents parfois qui perdent leurs enfants au profit peut-être d'une tante qui vit avec un homme qui a un mari et tout. Donc,
la loi vraiment à ce niveau-là, ça dépend vraiment du contexte dans lequel on se trouve. Mais il faut dire que socialement parlant, la famille de la fille fait très mal de discuter l'enfant. Très mal. En fait, ils font très mal de discuter l'enfant parce que l'enfant est encore tout bébé. Il n'a même pas encore commencé à avoir les dents. On a déjà commencé à faire des procès sur lui et on a déjà commencé à perdre les procès, à faire appel à des procès pour gagner pour avoir la garde de l'enfant. Ça ne s'accepte pas. Socialement, de là où nous venons quand même, on nous dit qu'on ne discute pas l'enfant. Et un bébé comme celui-là est capable de partir à tout moment. Parce que les enfants sentent les mauvaises ondes, les mauvaises énergies, les énergies de discorde. Vous savez que quand l'enfant arrive dans une famille, c'est généralement pour apporter de la paix, du calme, de l'entente, de l'amour. Parce que ça fait que la maman qui est décédée, l'enfant est aujourd'hui le lien entre cet homme et la famille de sa femme, et sa femme en particulier. Ça veut dire que, étant avec son enfant, il a l'impression que sa femme n'est jamais partie, qu'elle lui a quand même laissé quelque chose. Les parents de la fille, étant avec leur petit-fils, ont l'impression que leur fille n'est jamais partie. Elle a quand même laissé quelque chose. C'est pour ça que vous voyez que lorsque une femme ou un homme meurt sans enfant, on enterre ou avec un bananier, ou un rejeton de banane, ou avec une pierre dans la main, et ainsi de suite. Donc, c'est un ensemble de choses qui sont capables de vous montrer que, en fait, ce qui dérange, c'est le fait qu'on discute. Les deux auraient pu s'asseoir à l'amiable, les deux familles s'asseoir à l'amiable et discuter sans aller en justice. Il est inconcevable pour une affaire d'un enfant, un nouveau-né qui n'a même pas encore commencé à avoir les dents, on va en justice avec. Nous sommes en Afrique, on n'est pas ici en Europe où on va commencer à discuter, à se placer. Ouais. Non, j'ai la garde de l'enfant et la tout. Question, Karine, effectivement. Oui. Moi, j'essaie de comprendre, hein, tout bêtement, comme chaque spectateur qui nous regarde ce matin. Moi, Ngatu, je suis marié. Légalement, mon épouse décède, ayant fait un enfant avec moi, et j'ai choisi de faire en sorte que mon épouse aille accoucher dans ma belle famille, et entre-temps, après les obsèques, la belle famille choisit justement de dire nous confisquons l'enfant. Alors que je suis légalement marié. Est-ce que vous savez, en m'accusant que j'ai tué leur fille. Oui. Est-ce que vous savez que... Alors qu'elle est bien morte d'éclampsie, est-ce que vous savez que... Tout est est-ce visible. que vous savez que, en principe, la fille aurait dû mettre au moins son enfant dans la famille de son mari? En réalité. En principe. Il a été gentil quand même par de rapport demander... C'est pas juste une gentillesse, je pense qu'il y a un peu d'ignorance là-dedans. Maintenant, aussi, l'entente ou la négociation. Maintenant, dans cette histoire, il y a une accusation qui est sur le tableau. La fille avait déjà fait des fausses couches. On pourrait commencer à se poser des questions sur l'un des deux, c'est-à-dire sur l'homme et sur la famille de la fille. Parce que c'est chez vous qu'elle a accouché avant de perdre le bébé. C'est pas chez moi. Et la vérité, c'est que si on veut poser même les questions en accusant quelqu'un d'être à l'origine du décès de cette fille, on pourrait aussi dire que la famille de la fille peut être à l'origine. Parce que comment est-ce que vous vous mariez, vous arrivez quelque part, vous faites déjà 2 fausses couches. Et le jour où vous partez chez vous mettre au monde votre bébé, vous décédez. Il y a des questions qu'il faut se poser de tous les deux côtés. Donc je vais dire que c'est une histoire qui nous pousse à rentrer dans les explications, que ce soit légales, anthropologiques et sociales. Mais il faut dire que cette histoire ne devrait pas exister alors qu'on peut se parler. Au niveau des tribunaux, en fait. Oui. Dominique Audrey, votre appréciation de l'histoire de ce matin? C'est assez compliqué parce que on a malheureusement tendance dans nos contrées à attribuer la mort forcément à... Non, il n'y a pas de mort gratuite en Afrique. Voilà. Vraiment, si quelqu'un est mort et qu'il s'est cogné la tête et il y a eu une hémorragie interne et tout, on dira non. Hier, il s'est engueulé avec le voisin et le voisin l'a tué. L'éclampsie, lors d'une grossesse, intervient par rapport à un problème au niveau de la tension artérielle. C'est tout. Ça arrive à beaucoup de femmes. Et il y a des symptômes qui sont précurseurs. Ça peut arriver pendant l'accouchement ou après l'accouchement. Donc, aux familles qui aiment attribuer la mort de leur fille généralement à leurs époux alors qu'elles étaient en pleine parturition, ce n'est pas forcément le propre de leur mari. Ça peut s'expliquer scientifiquement et c'est dû à une tension artérielle simplement qui se présente comme des convulsions qu'on a pendant ou après l'accouchement. Donc si la dame, Madame Oloambele, est morte d'éclampsie, c'était une convulsion.
Déjà, ça c'est l'explication médicale qu'on peut donner à son décès, du moins je m'essaye. Effectivement. Voilà. À côté de ça alors, si je m'en tiens à ce qu'on nous dit tous les jours, qu'on ne discute pas l'enfant, moi je dirais à monsieur Oloambele de prendre sur lui et de laisser. Parce qu'à un moment, si la famille... Il va laisser quand il sait que la famille lui dit que nous allons éduquer notre fille en lui disant que c'est toi qui as tué sa mère. Oui. Qu'est-ce qu'il dira de ça? Vous pensez il pas ne peut rien faire contre ça. Ah bon? Parce que moi je dis généralement aux gens qui se retrouvent dans des batailles et des combats pour des enfants avec un soupçon ou un zeste de mystique, que en discutant l'enfant, on peut gâter cet enfant et on vous le donne. On peut gâter cet enfant. Tu veux l'enfant? Prends donc l'enfant. Et l'enfant arrive, c'est tout sauf votre enfant. C'est un enfant qui pourrait être malade tous les jours. C'est un enfant qui pourrait être possédé. C'est un enfant qui pourrait, dès qu'on vous le remet, mourir. Donc quand on dit laisser, ce n'est pas que laisser abandonner. Les enfants qui parfois se retrouvent avec des pères abandonnés ou bien des pères inconnus, ce n'est pas les personnes qui ont élevé ces enfants qui leur disent généralement que en fait le monsieur que tu vois là c'est ton père, c'est toujours quelqu'un à côté, témoin de l'histoire, qui dira à cet enfant ce n'est pas ton père. Rapproche-toi de ton père et ton père te dira. Peu importe le temps que cela va prendre. C'est douloureux parce que cet enfant qui est né aujourd'hui est né après beaucoup de difficultés. La perte de 2 grossesses, les difficultés qui ont entouré votre mariage. Et cet enfant est le symbole même vivant, palpable de ce que vous avez aimé votre femme et de ce qu'elle vous a aimé. Donc, justement pour ça, par amour pour votre femme et pour votre fille, arrêtez les combats. Votre enfant va vous chercher. Alors, mais comment vous appréciez justement l'attitude du juge en lui-même? C'est-à-dire que vous êtes... Non, je veux comprendre. Vous êtes juge. Il est allé chez le juge. Il allait chez le juge. Ou le procureur. Bon, on l'appelle le juge, c'est le procureur. L'homme qui est procureur, l'homme de droit qui maîtrise le droit, qui connaît le droit, qui observe la situation et lui dit, bon, pour être sûr que tu pourras nous garder l'enfant, ramène-nous 2 éléments de ta famille, des filles qui peuvent s'en occuper, et il ramène sa sœur qui a 28 ans. Michel. Mais, et qu'il choisisse par la chose en disant... Bon, que Charles Armel disent tous les jours ici, l'argent tord le fer. Moi, je ne sais même pas trop ce que ça signifie, mais je pense que ça peut s'appliquer là-bas. Tout ce qu'il a acheté... L'argent aurait tordu le fer. Oui, ça c'est une expression. Bon, maintenant, je ne sais pas si ça s'applique là-bas. D'accord. Voilà. Donc... Ce que je peux dire au monsieur, il nous a présenté tout ce qu'il a acheté, du lait, des chaussettes, des vêtements, des robes et tout ça pour cet enfant, qu'il aille là-bas, qu'il fasse profil bas. Si on lui donne la possibilité de voir cet enfant, ne serait-ce qu'une seule fois par mois, c'est déjà quelque chose. Prenez-le. Est-ce que la belle famille, est-ce que la famille de cet enfant, c'est-à-dire que les grands-parents de cet enfant ne devraient pas négocier? Michel, même le gars en disant, on ne va pas aller comprendre ces gens-là parce qu'ils ne sont pas disposés à entendre, à écouter. Mais maintenant, cet homme aime son enfant et il est prêt à tout pour son enfant. On va vous verser de l'eau, on va vous cracher dessus, on va vous insulter. Mais vous savez pourquoi vous êtes là? Vous êtes là parce que vous voulez voir votre fille grandir. Et je crois que cette seule motivation suffit à tout subir, à tout encaisser. La première fois, vous irez, ils vont vous insulter. On va vous prendre de la merde, on va vous verser dessus. Acceptez, essuyez. Vous pouvez voir votre enfant 1 minute, voyez votre enfant et rentrez à Yaoundé. Vous programmez un autre déplacement pour la ville de Douala jusqu'à ce que ses parents verront. La conscience, ça existe. Le karma également, présent, ça existe. Ça existe. Voilà. Donc, il y a pas, ne faites pas le bras de fer parce que au final, c'est votre enfant qui va s'en sortir perdant. Charles Armel Batou, c'est une histoire très compliquée ce matin. Votre appréciation, mais surtout le dénouement du situation. L'histoire n'est pas compliquée, monsieur Michel, elle n'est même pas du tout compliquée. On a affaire à une famille de vampires, une famille de sorciers. J'espère qu'ils me regardent et qu'ils comprennent ce qu'on va leur dire aujourd'hui. Vous avez doté et vous avez repris. Et vous avez repris sans rembourser. En reprenant ce que vous avez pris, vous mangez 2 fois. Et qui mange 2 fois se retrouve avec le ventre gonflé. J'en ai terminé. Monsieur Michel Ngachou, c'était juste pour passer le message. C'est terminé parce que lorsqu'une femme décède dans ce type de situation,
j'ai bien envie de dire, on a enterré la fille où? À Yaoundé. Non, on a enterré la fille dans quelle concession? Chez son mari. Chez son mari. Chez son mari. Qui a enterré? Son mari. Qui a enterré? Mais qui a enterré la fille? C'est la famille de l'homme qui a enterré la fille. Oui. La famille de l'homme qui a enterré leur femme, leur épouse. Oui. Comment est-ce que la famille de M. Oluambede n'a pas procédé à une assise pour dire, et l'enfant, qu'est-ce qu'on en fait? La question se pose là. Est-ce que vous croyez que tout de suite, Mais après l'enterrement, on a assez de temps, on se dit, bon d'accord, l'enfant entre les dans mains le d'un centre, maman, ça peut aller. dans le centre que je connais, ça ne tarde même pas. Ça ne tarde même pas parce que dans la tradition Betty, dès que ce genre de cas arrive, dans la famille de l'homme, on trouve celle qui allait à l'immédiat, on donne l'enfant. Oui, monsieur Michel, on donne l'enfant à celle qui allait, elle continue. C'est leur enfant. C'est la différence qu'il y a. Dans d'autres, dans le Mbam, quand vous descendez, et qui la plus jeune fille décède après avoir donné naissance, on donne l'enfant à la grand-mère. C'est la grand-mère qui continue, qui n'a même, parce qu'elle n'a plus de sein, mais juste dans la bouche de l'enfant pour orner et on nourrit l'enfant. Monsieur Michel Gachou, voilà la procédure. Ouais. C'est comme ça qu'on fait pour qu'elle reste dans cette famille. Deuxième chose, elle décède de maladie, excusez-moi, appelons ça maladie compliquée. Il y a des rituels, d'après la tradition, Fang Betty Benanga, qu'on doit faire sur l'enfant pour que ce genre de choses ne se reproduisent plus. Parce que l'enfant est de sexe féminin. L'a-t-on fait? J'invite maintenant le père. Est-ce qu'on l'a fait? Non. On n'a pas fait. Alors c'est l'occidentalisation qui rentre. Deuxième chose, la fille, lorsqu'elle est mariée, elle a été, on a toqué à la porte, on a doté, on l'a épousée à l'église, on l'a épousée au civil, on a, monsieur Michel Gachou, la fille ne repart plus accoucher chez ses parents, c'est la maman qui vient assister la fille. C'est dans le cas de d'autres, juste, toquer porte, juste que la fille rentre accoucher dans sa famille. À moins qu'il a voulu faire un honneur, effectivement, un honneur à sa belle famille en disant, je te renvoie, mais non. Vous avez déjà fait sortir la fille, elle ne rentre plus. Elle va présenter l'enfant. Elle va présenter l'enfant. C'est comme ça, monsieur Michel Gachou. C'est les règles et usages qu'il faudrait prendre. L'autre chose, monsieur Michel. Mais il y a quand même un accompagnement de famille. Lorsque vous vous mariez, vous me permettez, Charles, mais c'est juste une virgule. Il peut y avoir un accompagnement de famille parce que au moment où c'est la mère de la fille qui vient assister. Effectivement. Elle vient assister pendant quelques jours. Quand la fille commence à être au travail, qu'elle vient assister. On est conscient de la conjoncture. Oui. On est conscient des réalités que nous traversons. Parce qu'en réalité, il y a des parents qui peuvent dire aux enfants, parce qu'on est encore là à vous encadrer dans votre mariage, il n'y a pas de souci, c'est votre mariage, mais on peut encore vous permettre de venir accoucher à la maison. Monsieur Michel Gachou, la maman qui vient assister va dire à la jeune fille, voici comment devrait être la maison d'une femme qui a accouché. Pour ta prochaine grossesse, je ne viendrai pas. Organise le salon comme ça, arrange, ta chambre doit être comme ça. Il faut aussi, quand tu te lèves le matin, prends le coton, nettoie le bout de tes tétons, fais comme ça. C'est la maman qui donne les cours là à sa fille, qui dit classe comme ça, là, tu te lèves à 6h chauffe, pense à attacher le pain et te masser. On apprend à la fille là, elle commence à être à l'école, c'est la dernière phase de l'école. Et c'est ce que Mobok dit tout le temps, qu'il y a plusieurs phases à cette école d'initiation. Ouais. Voilà notre phase où on enseigne. Maintenant que tu as fait tout le matin, chauffe l'eau. Si le bébé se retrouve comme ça, il y a le réflexe de Moreau. Tu peux voir l'enfant avoir telle habitude. Elle dit à l'enfant en fonction de ça. Si tu vois l'enfant qui fait siquer dans telle position, non, ne permet pas. Le père de l'enfant n'est pas loin pour assister à ça. Parce que là, tenir parce que l'enfant est 2 mois. Mais monsieur Michel Gachou, ça veut dire que l'enfant a mis, la fille a 1000 ans. La fille a 1000 ans. À ton même. À ton même. Elle décède 2 jours après. Je dis à ton même aimé, ce garçon. Je dirais tout simplement à ce jeune garçon, monsieur Michel Gachou, que ne voit pas les parents de 76 ans. Il y a une main cachée derrière. Ça peut être une grande sœur. Peut-être très jalouse. Ça peut être une grande sœur, je ne sais pas moi, monsieur Michel Gachou, qui veut récupérer cet enfant et prendre sur elle. Ce n'est pas les parents 76 ans. On peut avoir toute la force, on peut comprendre, mais ce n'est pas à eux de chercher à compenser la disparition de cette fille alors qu'elle est dotée de mariée. Il n'aurait même pas eu le temps de combattre. Ah oui, monsieur Michel Gachou. Il y a des rituels qu'il doit faire. Je pense que c'est l'angle sur lequel il doit aller revoir le juge et dire au juge que je ne voudrais pas que la marche arrive dans ma famille.
Parce que cet enfant est de sexe féminin. Le cancer, le diabète, le VIH, toutes ces différentes maladies, quand quelqu'un décède de ça, on coupe. Pour que ça ne revienne plus dans la famille. On coupe en disant que comme tu es venu avec et tu repars, tu dois être le dernier. Attendez. Voilà. On se retrouve ici à avoir violé. J'estime qu'il y a une personne qui est cachée derrière. Et c'est cette personne qui active tout, qui a activé tous les filons financiers. Je vous pose une question sur l'abandon de la famille de l'homme. Est-ce que la famille de l'homme, effectivement, ne peut pas accompagner ce garçon? Est-ce qu'il a associé sa famille? Oui. Est-ce que lui-même a associé sa famille, monsieur Michel? Dans l'histoire, il dit avoir associé sa famille, effectivement. Est-ce qu'il avait son chef de famille? Parce que là, il doit descendre avec son chef de famille. Ouais. Il doit descendre avec son chef de famille, avec ses oncles, c'est avec eux qui descendent. Pour dire, nous sommes venus récupérer, nous avons noté, auquel cas remboursez-nous les dot. C'est une façon de parler, parce qu'on ne rembourse pas la dot, c'est une façon de parler. La fille, en fait, l'enfant qu'on appelle, c'est elle qu'on vient réclamer. Donc, je pense qu'ici, la famille a joué sur la naïveté, on a trompé, ils veulent retenir, le procureur est rentré. Je m'attendais à ce que le procureur dise, bon, ok, je te signe une dérogation, je ne sais pas, n'importe quoi, je te signe. Laisse-les garder au moins la perte là. Parce que lui, il va garder quoi? Les photos de sa femme? De sa fille? Non, de sa femme. Je parle pas de sa fille. Les photos de sa femme dans son salon. La douleur est plus grave chez lui que chez les parents. Hein. Les parents se sont déjà séparés de leur fille après la dot. Hein. Ils ont tout perçu. Ils ont déjà dit au revoir à leur fille. Hein. Mais il veut vivre avec quoi? Lui, c'est lui plutôt qui va porter cette douleur dans son cœur. Voilà. Donc j'estime, monsieur Michel, pour terminer, que le juge aurait dû lui dire, ok, laisse-les 6 mois. Voici le papier, après 6 mois, tu viens récupérer ton enfant. Ça aurait plus apaisé les tensions que de se retrouver là. Mais en Afrique, on finit par parlementer. Déjà qu'il a fait garder ses beaux-parents. Ses beaux-parents ont été gardés. Non, il a porté plainte. Oui, mais ils ont été gardés. Ses beaux-parents ont été gardés. Il a fait garder ses beaux-parents dans les geôles. Ça aussi, c'est condamnable pour lui. Bon, je peux comprendre qu'il y a la colère et l'ignorance. Il a fait garder ses beaux-parents. Ce n'est pas parti pour si tôt pour une négociation. Dans tous les cas, tant que le bras long qui se cache derrière le fera, on a besoin de justice impartiale, qu'il rencontre vraiment un juge qui pourra trancher cela. Mais la vraie justice à l'africaine, bon, Bengal, comment la trancher et pour que chacun soit tranquille dans cette histoire et surtout aider ce jeune garçon à retrouver l'équilibre dans sa vie aujourd'hui, puisqu'il n'a que 30 ans. Aucune de ces familles ne veut la justice africaine et vous voulez qu'on l'invoque, c'est pourquoi? On est déjà parti devant la justice. Aucune. Aucune. Au départ, c'est une histoire qui est banale. C'est une histoire qui est banale parce que, en principe, la maman vient accompagner sa fille à coucher là où elle est allée en mariage. Maintenant, 2 grossesses, j'allais dire manquées, avec risque de mort, la famille de la femme a peut-être négocié, mais a estimé que leur fille vient accoucher. Cette fois-ci, elle accouche, mais elle part. Ça veut dire qu'en fait, au départ, ils n'ont pas voulu rester aux us et aux coutumes africaines. Surtout le clan et Ekan, ils n'ont pas voulu. Et c'est ça que moi je condamne. Bon, disons que tout le monde a raison. Quand on fait donc comment quand tout le monde a raison? Voilà. À ce moment, la fille meurt, on donne la dépouille au garçon, il va enterrer. Maintenant, il dit, nous on conserve l'enfant. Ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison. Et le garçon non plus n'a pas raison d'aller porter plainte ici. En fait, mais on a confisqué son enfant. Oui. Si après l'enterrement, bon, il vient dire, bon, c'est pas comme ça que ça se fait souvent. On fait comment? Quelquefois, lorsqu'une femme meurt de suite d'accouchement, en couche, on fait comment? Les familles s'asseyent, on l'accompagne. D'abord, il y a ce qu'on appelle le MBAC, c'est une mort accidentelle. Ça veut dire que cette famille est exposée à des maladies dont parlait Charles Hamel tout à l'heure. Oui. Il y a des accidents. Oui. Ils mettent là. Ces 2 familles sont exposées à des morts violentes. Pendaison et tout, noyade et tout sont exposés. Donc si vous voulez vous référer à la tradition africaine, nous, à ce moment-là, on s'assoit. Il n'y a pas de bagarre. Puisque c'est une mort accidentelle. D'accord. Et on accompagne celle qui est partie. On procède des rites, on fait un rite et on donne l'enfant au père. Voilà la situation normale. Là, c'est la situation normale. Voilà, c'est la situation normale. Vous refusez même de le faire. Donc, mais confisquer l'enfant, c'est pas bien. Mais maintenant, on peut sous-entendre qu'il y avait, peut-être on accusait l'un ou l'autre de pratique de sorcellerie. D'accord, mais à ce moment, les 2 familles doivent s'asseoir également.
doivent s'asseoir. Ce que moi, le garçon aurait pu faire, peut-être, c'est de ne pas saisir les tribunaux. Que si sa famille, comme disait Dominique Audrey, devait continuer à parlementer, aller régulièrement, bon, quand chacun là vous dites, peut-être, comme dit Salamel, s'il y a une main cachée derrière, bon, on laisse faire. Mais le gars aussi, comment va-t-il essuyer les larmes? Voilà. Donc, c'est sa fille, voilà. Son enfant qui peut l'amener à essuyer les larmes. Également, son beau-père et sa belle-mère, c'est le même enfant qui leur permet d'essuyer les larmes. C'est pour ça que d'un cas comme de l'autre, rien n'amène à la discorde. Rien. Et comme on ne discute pas l'enfant, cet enfant risque de partir. Elle risque de partir et les deux familles resteront donc exposées au MBAC. Donc, oui, les deux familles restent exposées aux morts violentes. Parce que justement, non seulement la fille, elle est partie comme elle est partie accidentellement, mais eux aussi, ils se sont mis à bagarrer. Ça veut dire que ça va exploser et ça peut aller jusqu'à 3 générations. Voilà à quoi ils s'exposent. Merci beaucoup, Mon Bengan, merci Chalamel, Karine Santia, Dominique Audrey, Madame, Monsieur. Vos avis également sont attendus sur cette question. Comment vous analysez cela et comment vous l'appréciez? Qu'est-ce qui peut expliquer cet état de choses? Comment créer l'équilibre dans ces familles aujourd'hui, mais surtout redonner la joie de vivre à ce Camerounais qui est choqué par le décès de sa femme, mais surtout la confiscation de sa fille aujourd'hui. Merci de rester sur Equinox Télévision. Je m'interroge ce jour sur la question d'une impossible transition générationnelle au Cameroun. Y aura-t-il transition générationnelle dans ce pays? Quels sont les mécanismes mis en place pour faciliter cette transition générationnelle? Remontons d'après l'histoire à André Marimbida, le gouvernement d'André Marimbida, les gouvernements successifs d'Aïdio et les 300 gouvernements de l'ère Paul Biya ou l'ère du renouveau pour essayer d'analyser et de décrypter ce qu'on entend par transition générationnelle. Le président de la République, lors de son discours à la jeunesse, s'est longuement penché sur la question de la transition générationnelle dans ce pays. Il a dit, 2 points, je cite, « Mes chers jeunes compatriotes, notre pays vient de parachever la mise en place de ses institutions démocratiques telles que prévues par la Constitution. De nombreux jeunes ont intégré les diverses instances parlementaires, municipales et régionales. C'est de cette manière que se prépare la transition générationnelle dans la gestion des affaires publiques. » Point. Fin de citation. Quels sont les signaux clairs qui attestent d'une réelle volonté étatique de transition? Les parlements, conseils régionaux, les conseils municipaux, ou alors, dites-moi aussi simplement, la débrouillardise. Qu'a-t-on fait des jeunes qui ont osé, créer et voulu mettre la somme de leurs connaissances et compétences acquises au service de leur pays? On a vu défiler au Cameroun des jeunes sortis de l'ENA. On a vu défiler au Cameroun des jeunes sortis des plus grands instituts de technologie, États-Unis, Oxford en Angleterre. Hélas, qu'ont-ils reçu dans ce pays? De la boue. Le chef de l'État a parlé de la préparation à la transition générationnelle en brandissant des postes glanés au sein du Parlement. Combien de jeunes ou combien sont les jeunes qui ont eu accès au Parlement dans les conseils régionaux et municipaux? On peut les compter. Ils n'atteignent pas 100, ces jeunes. Était-ce un chiffre clair sur les 75% de jeunes que compte le Cameroun? Était-ce un examen passé avec brio? Point d'interrogation.
leur voix au sein de ces différentes instances compte-t-elle véritablement face aux mastodontes séniles? Je dirais tout simplement non, ils sont des figurants. Les conseils régionaux sont devenus des recycleries d'anciens apparatchiks. On s'attendait à ce que ce soit des jeunes, de vrais jeunes et non des séniles. Peut-on affirmer que l'idée de transition générationnelle dans un gouvernement majoritairement sénile ne procéderait pas d'un acte de langage démagogique à la vue des réalités auxquelles sont confrontés l'ensemble de la jeunesse camerounaise qui n'a que deux choses, la sauvette, l'exil, le bensikin. Doit-on sérieusement l'idée de transition générationnelle dans un gouvernement majoritairement sénile, gérontocrate et quasiment juvénophobe, vu sous l'angle de la gestion des affaires de l'État? Essayons d'analyser simplement la place d'un directeur général, la place d'un directeur général adjoint, d'un jeune âgé de 35 à 45 ans. Était-ce possible dans ce pays? Hier, on parlait des entreprises publiques avec à leur tête des directeurs généraux qui ont fait 18 ans, 31 ans, 28 ans et j'en passe. N'y a-t-il pas lieu d'y voir dans cette volonté traduite sous forme des ministères, directions générales, des grandes entreprises, parlements et conseils régionaux tenus par une jeunesse, une vraie jeunesse, la jeunesse pure, la jeunesse intellectuelle? N'y a-t-il pas lieu d'y voir dans le discours du président la recherche d'une seule chose, celle d'endormir les cadets sociaux en mal de rupture et de captation violente des rênes du pouvoir? Comment présenter en termes de priorité la question de transition générationnelle dans un discours lorsqu'on sait que nombre de dirigeants actuels furent responsabilisés à des postes ministériels et à des directions de cabinet entre 29 et 30 ans? Il va sans dire qu'il est impossible de percevoir les signaux d'une transmission du pouvoir à une jeunesse éloignée de tous les cercles de décision et appareils politico-administratifs. Oui, nous aimerions voir un secrétaire général du Premier ministre âgé de 29 ans. On aimerait voir un secrétaire général à la présidence de la République âgé de 35 ans. Ça fera plaisir aux jeunes, pas ces jeunes, ces vieux jeunes qu'on aura fabriqués et présentés à toute l'opinion nationale, croyant endormir ces jeunes. De l'avis de certains experts, n'aurait-il pas été plus utile pour le président en termes de signes sensibles à cet héritage de penser à nommer de vrais jeunes comme secrétaires généraux de ministère, ministres délégués pour des besoins d'apprentissage? Tout cela devrait être opéré en dehors de tout renouvellement des élites, d'un recrutement massif et d'une circulation des jeunes cadres au sein des appareils d'État. Peut-on parler de transition générationnelle lorsqu'il existe un véritable paradoxe entre l'invitation au retour des Camerounais de la diaspora et le verrouillage juridique d'un régime de nationalité exclusive? Peut-on parler de transition générationnelle lorsque, d'une part, on valide empiriquement la binationalité sportive et la rejette sur le terrain électoral et managérial? Peut-on parler de transition générationnelle lorsque le président n'a jamais reçu le moindre inventeur, entrepreneur, ingénieur de génie, le patronat, écrivain de talent, docteur d'exception à la présidence en 40 ans? Qu'a-t-on fait des jeunes créateurs de la Silicon Mountain de Boya qui rivalisaient avec le Nigeria voisin, mettant ou hissant le Cameroun au rang des nations culturellement mieux positionnées? Qu'a-t-on fait d'Alain Teff, 25 ans, qui a créé en 2013 l'application dénommée Gifted Mom, censée assurer le suivi des femmes enceintes? Le Cameroun l'a vomi. Il a été reconnu par l'Angleterre et a reçu le prix de la reine d'Angleterre. Désormais, cette application est utilisée là-bas, en Angleterre, pas au Cameroun, parce que le Cameroun a vomi. Qu'a-t-on fait d'Olivier Madiba, le concepteur de jeux vidéo 100% made in Cameroun? Churchill, Mambe Nandje, ils sont nombreux ces jeunes. Le chef de l'État les a-t-il reçus un jour pour manifester, ne serait-ce qu'à cette jeunesse, que je suis avec vous, je suis derrière vous? Peut-on parler de transition générationnelle lorsqu'ils sont surpris des performances des jeunes auxquels l'État n'apporte aucun soutien avant leur lauréat à l'étranger? On peut parler de Tistin Vondor
on peut parler de Tema Biwole, on peut parler de Djaili, l'écrivaine. Cela semble trahir en réalité la peur du régime de faire face à une légion étrangère qui pourrait tirer avantage de sa multipositionnalité géoculturelle, de sa couverture juridique parallèle et des ressources économiques et relationnelles internationales associées à la résidence dans les pays développés et démocratiques pour obtenir des changements brusques au Cameroun. Un tel discours de transition générationnelle reste creux spéculatif, inconséquent et difficilement comptable, avec comme trophée le président de la République qui vient de célébrer ses 88 ans, le président du Sénat 87 ans, le président de l'Assemblée nationale 81 ans et les principaux personnages de l'État qui ont mis les jeunes sur les motos tout en restant sur leurs grands chevaux à la tête de l'État depuis 40 ans. Colère, grosse colère ce matin. En espérant bien sûr que les jeunes qui nous regardent l'ont entendu. En espérant en même temps que nos papas, qui sont bien sûr à la tête de l'État, nous regardent et nous ont entendus. Grosse colère en même temps qui exprime un mal-être dans cette société pour cette transmission des valeurs d'une génération à une autre aujourd'hui. Le chef de l'État l'a d'ailleurs lui-même martelé le 10 février dernier en appelant les jeunes ou ceux-là qui appartiennent à une génération soit à accomplir leur mission ou encore à les trahir. Est-ce que les jeunes ont compris le message rendu? Et surtout, la colère exprimée ce matin par Charles Mbachou. Madame, Messieurs, merci de rester des nôtres. Tentons de mieux comprendre cela avec les analystes sur ce plateau. Karine Santia, avez-vous compris grand-chose à cette colère ce matin? Ce que j'ai compris, c'est que le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le président de la République sont encore très jeunes. Et ils doivent continuer parce qu'ils font partie des jeunes qui sont impliqués dans le discours du président de la République lui-même. Si vous prenez connaissance de leur histoire respective, vous allez comprendre qu'ils se sont foutus de nous pendant trop longtemps. Il s'agit de quoi alors? Cette transition qui est impossible aujourd'hui est vraiment l'expression qu'il faut donner parce qu'on ne peut pas parler de transition générationnelle lorsque la personne qui le dit n'a jamais réussi une quelconque transition après 8 générations. Ce dont je parle ici ce matin, c'est notamment de leurs différents parcours parce qu'il faut rappeler que le président de la République est né en 1933 et il entre au gouvernement en 1962. À quel âge? Là-bas, il avait 28 ans. 28 ans. 28 ans. Chargé de mission à la présidence de la République. 28 ans. Directeur de cabinet du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et de la culture. Directeur du cabinet civil. Ministre secrétaire général à la présidence de la République. Ça, c'est de 1968 à 1975. Il est premier ministre en 1975 et devient président de la République en 1982. Jusqu'aujourd'hui, il est resté président de la République. Il nous a fait. Oui, il ne part pas. Bon, monsieur Mbachou, vous allez calculer. Hein. Le président de l'Assemblée nationale, monsieur Kavaïege, il est né en 1940. Non, il a 81 ans, je pense bien. Non, il a commencé en tant qu'inspecteur interministériel du Grand Nord en 1965. Donc, il faut calculer. À partir de là, on saura à quel moment il a commencé à travailler dans le gouvernement camerounais. Donc, on fera 2021 moins 1965. Non. 1965 moins 1940. Parce qu'on veut savoir son âge. Ah, d'accord. Là, il avait 25 ans. Très bien. Je me trompe? Non, allez-y. On vous écoute, Karine. Voilà. On 1970, il entre à l'Assemblée législative du Cameroun. 1973, il est élu à l'Assemblée nationale et devient questeur. 1983, il est deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. 1988, il devient préfet du Diamari, donc il laisse l'Assemblée nationale pour se convertir en administrateur civil. Maintenant, un jour, il décide de revenir en 1992 pour devenir maintenant président de l'Assemblée nationale. Vous voyez comment il a eu le temps de faire sa carrière, de partir ici, de partir là-bas, de revenir, de choisir, même d'abandonner ici, ainsi de suite. Nous, on n'a même pas le choix de commencer. Maintenant, on parle de Marcel Niat Difenji. Il est ingénieur des ponts et chaussées et des services techniques de l'État en 1961. Lui, par contre, il est né en 1934, donc c'est le petit frère du président de la République d'1 an. En 1965, il est chef d'études des travaux neufs de la Société électricité du Cameroun, EDC. C'est ça?
Société Électricité du Cameroun, oui, EDC. 1973, il est directeur général adjoint de l'EDC, devenu SONEL en 1990. Il est ministre du Plan et il est toujours directeur de la SONEL au même moment. 1992, vice-ministre chargé des mines et en même temps, il est toujours directeur de la SONEL. 1992, il devient député au même moment qu'il est vice-premier ministre. Président du Sénat en 2013 et jusqu'aujourd'hui. Vous voyez cette évolution, ce détail nous permet... Je ne vous peut-être pas, avec le respect que je vous dois et qu'on leur doit ce matin, parce que on sait que nous, en Afrique, nous respectons ceux qui ont un certain âge, parce que c'est important. Ils ont 90 ans pour certains, ils ont 88 ans pour d'autres aussi. Donc, il ne faudrait pas, quand nous regardons ce matin, qu'ils aient l'impression qu'on se moque de l'âge, que non. Non, au contraire, voilà. On vénère leurs âges. On ne sait même pas si on va arriver à cet âge-là, mais au moins, on aimerait qu'à cet âge-là, nous soyons quand même en train de nous reposer pour voir ce que nos enfants sont en train de faire, de ce que nous avons fait. C'est la précision que je voulais simplement parce que vous savez que le bonheur d'un parent à cet âge, c'est de voir ses enfants courir, ses petits-fils, ses arrière-petits-fils courir à ses pieds, si vous avez la chance d'être toujours en vie. C'est de voir ce que vous avez construit être fructueux pour les autres. C'est en fait de ça qu'il est question. Et si quelqu'un reste jusqu'à cet âge, ça veut dire que lui-même, il reconnaît qu'il n'a rien fait. Je suis désolée. Quand on a travaillé, quand on a bien fait son travail... Est-ce que c'est pas très dur quand même? Il y a peut-être des choses qui ont été faites, peut-être malheureusement. On peut dire que il faut transmettre justement à une nouvelle génération. Il faut transmettre à une nouvelle génération pour qu'on puisse avoir une continuité quand même. Monsieur Mbachou, ce qui a été fait, vous pouvez citer. Bon, Monsieur Ngachou, si vous voulez. Monsieur Ngachou, ce qui a été fait, vous pouvez citer. Mais si ça avait été fait, on aurait fait une transition. D'accord. Parce que ça veut dire que soit on n'a pas fini, soit on n'a pas commencé. Parce que dans ce dont il s'agit quand le président de la République parle de transition générationnelle, on a envie de voir aussi comment est-ce que des jeunes aujourd'hui tracent leur parcours au même titre que celui du président de la République, du président du Sénat et autres. Aujourd'hui, on se vante d'avoir ces quelques 10 députés qui sont à l'Assemblée nationale. Et les sénateurs, ils sont combien? Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis qu'ils sont déjà sénateurs depuis 2013? Qu'est-ce qu'ils ont apporté pour nous? Quand vous regardez tout cela, vous vous rendez bien compte que cette transition est une chimère ou alors c'est une transition qui ne concerne que leurs enfants qui sont entrés à l'ENAM. On entendra justement parler, madame, monsieur, restez des nôtres en même temps parce que le sujet est tellement important, cette colère, parlant de la transition générationnelle aujourd'hui. Nous voulons humblement saluer le délégué général de la Sûreté nationale qui lui également a 90 ans aujourd'hui, il faut le reconnaître, il a encore des affaires. Pardon? Qui a démis ses fonctions le policier. Là. Ah d'accord, bon, on en parlera, ça c'est autre chose quand même. Mais parler bien sûr de cette transition générationnelle, on peut y croire? Est-ce que le chef de l'État lui-même qui le dit humblement, ne peut pas se dire, mes chers compatriotes, il est temps que j'aille me reposer, c'est important, et je laisse une nouvelle génération poursuivre ce que nous avions engagé? Bien sûr. Bien sûr, la transition générationnelle ne prendra de sens que lorsqu'elle commencera à la tête. Je veux dire qu'à la tête, il ne faut pas forcément être âgé de 86 ou bien de 81 ans pour partir de quelque part. La transition signifie que M. Ngachou est assis ici aujourd'hui et un enfant qui est venu faire le stage à Equinox, sa première année de formation en journaliste, sa deuxième et sa troisième année, ensuite il vient simplement s'asseoir. C'est ça la transition. M. Ngachou qui est d'une certaine époque passe le témoin à quelqu'un qui vient juste derrière lui. Donc ce n'est pas une question d'âge, même si à un certain âge, on réduit un peu au niveau on a un peu les facultés réduites, certaines facultés de déplacement, d'activité, de mobilité, de réflexion. Voilà, ça se réduit considérablement. Et beaucoup de pays ont fait cette expérience-là. Vous avez vu en quelle année J. Rollins est parti à la tête. Bon, je vais dire que la transition au Ghana, par exemple, comment ça s'est fait? Ça s'est fait. Il a fait après 2 mandats, si je ne me trompe. 2 mandats. Un premier coup d'État, il est parti. Oui, deuxième coup d'État, il est revenu. Il a cédé, il a donné la présidence à quelqu'un, il s'est rendu compte que ça ne marchait pas, il a fait le second coup d'État et lui-même, il a été là. Et en 2000, on s'est retrouvé avec John Atta Mills, voilà, qui a été là. Et finalement, il s'est retrouvé dans l'opposition. Il n'avait que 52 ans quand il part du sommet de la tête au Ghana. Et ça a marché.
Ça a marché. Et c'est important parce qu'aujourd'hui... Il ne faudrait pas qu'en donnant cet exemple, quand ceux qui vous regardent ce matin se disent que ceux-là sont en train de monter des idées pour qu'ils puissent avoir un coup d'État. Il faut faire très attention aussi. Ce n'est qu'une nuance que je dois apporter de mes collègues. Vous poursuivez. Michel Gachou, vous n'avez jamais cessé de me surprendre. Oui, c'est normal. Je crois que je parle le français simple. Je n'ai pas dit à quelqu'un que, allez, on est en train... L'histoire du Ghana raconte que J.J. Rowling, c'était un révolutionnaire. C'était qu'une nuance que j'apportais parce que c'est bien de le faire. Vous savez, on a quand même une déontologie. Okay. D'avoir des manquements. Dans votre même déontologie, ajoutez que M. Kouedji a décidé de partir de l'Arcel parce qu'il a estimé que lui, son temps était révolu. Ouais. Et il est parti de là, il n'avait pas 80 et trucs d'années. Il est parti pour laisser la place à quelqu'un d'autre, pour aller peut-être être utile ailleurs, être consultant ailleurs. C'est ça justement qui est important. J. Rollins, dans une interview qu'il a donnée il y a très très longtemps, expliquait ce que d'autres ont appelé des coups d'État et autres, en disant que lorsque on se retrouve avec par exemple l'armée qui... Ça va. Allez-y. En réalité, c'est que j'aurais voulu garder la parole. Okay. On vous retrouve juste après la pause, qui est très importante pour ce programme. Oui. Madame, Monsieur. Bon retour, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité. Restez les nôtres en réalité avec ce programme 10-12 le Zénith. Vous le savez, vous êtes très nombreux à nous regarder et à comprendre bien sûr le Cameroun d'aujourd'hui. Mais au-delà des questions évoquées, une question taraude notre esprit ce matin sur ce plateau, évoquée dans la colère de Charles Hamel. On va dire, ces mécanismes mis en place par la première ou l'actuelle génération qui gère encore les affaires de l'État pour qu'une nouvelle génération qui viendra soit capable de bien prendre les choses à main et de continuer, on va dire, les plans de développement, de croissance et d'agrandissement du Cameroun aujourd'hui dans tous les secteurs. Comment vous l'appréciez véritablement? Avez-vous le sentiment que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui mettent les éléments appropriés en place pour qu'on puisse bien évoluer? Comment vous comprenez le Cameroun actuel sur cette question qui nous touche ce matin à travers la colère exprimée par Charles Mathieu? Dominique Audrey, juste pour finir, vous avez la parole avant qu'on ne marque la pause. Vous semblez effectivement vous interroger vous aussi sur ces mécanismes-là. Oui. Aujourd'hui, à plusieurs reprises ici, on a évoqué le fait que le Cameroun, dans son entièreté, était comme une sorte de bouillon de tension. Oui. De bouillon de tension qui pourrait exploser à n'importe quel endroit, que ce soit chez les médecins, chez les militaires, Et à cette question, justement, je le disais, J. Rollins y avait répondu en expliquant que c'est la détérioration du climat socio-économique, par exemple, qui a conduit à son époque les militaires à se retrouver dans cette révolution-là. Donc, une chose en entraînant une autre. Aujourd'hui, les jeunes Camerounais ont du mal à entrevoir leur avenir. Le pays est comme une entreprise familiale. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est papa qui gère la boulangerie. Il est à la tête, il sait comment il commande la farine, il sait comment il commande du sel pour qu'on fabrique du bon pain. Et après papa, ce sera moi. Et après moi, ce seront mes enfants qui viendront continuer de faire vivre la boulangerie. Donc, c'est comme ça que le pays est. Donc, si un papa est à la tête d'une entreprise et que à la caisse, par exemple, il n'y a que des trous parce qu'il a passé le temps peut-être à boire avec le bénéfice, ou bien il s'est endetté auprès des différentes personnes qui livraient et la marchandise et autres. Lorsque moi j'arrive à cette entreprise, je serai obligé de combler d'abord les dettes que mon père aura engrangées pour faire, entre guillemets, vivre la boulangerie. Donc le pays aujourd'hui a tout. Je dis que tout ce qui est mauvais, on ne peut pas, on n'a pas de lieu d'expression. Si on veut parler par exemple de nos artistes pour qu'ils puissent s'exprimer, après un certain nombre d'années, on n'est pas productif sur le plan culturel en interne pour pouvoir continuer à vendre. Vous avez vu comment le Nigeria a explosé, que ce soit dans le cinéma et dans la musique. Aujourd'hui, il tutoie une certaine catégorie de personnes. Et la personne qui viendra après, est-ce qu'elle aura la possibilité de rattraper le coach? On ne sait pas. Sur le plan de la médecine, de la santé, au niveau des différents ministères, vous avez vu par exemple au FNE, on est à combien d'années de gestion par un seul individu, par exemple là-bas?
comment se sentent ceux qui sont en dessous. Combien de Camerounais ont les facultés pour avoir tutoyé beaucoup de chômeurs pour gérer cela? Est-ce que la personne qui est à la tête aujourd'hui de cette institution sait quelles sont réellement les réalités des Camerounais au dehors? Non, on ne le sait pas, voilà. Justement parce qu'on n'a pas balisé les espaces, les terrains pour que la relève puisse suivre normalement. Question évidente de la transmission générationnelle, Mbombo Bengan Kandji. Quel tableau vous faites bien sûr du Cameroun aujourd'hui? Quel regard vous y jetez? Quelle appréciation vous faites de l'appel, des propos du chef de l'État du 10 février dernier, puisque c'est encore d'actualité? Avez-vous le sentiment qu'il s'est compris lui-même dans ce qu'il a énoncé dans son discours? Oui, il a compris, et ce sont les jeunes qui n'ont pas compris. Parce que... Les jeunes n'écoutent plus? Oui, ils n'écoutent plus. En fait, quand j'écoute plus, il y a ce qu'on appelle en politique l'intelligence des situations. Effectivement, le chef de l'État est dans la transition générationnelle. Mais il a choisi les jeunes à qui il va laisser le pouvoir. Ce sont les jeunes... bon, le MRC parlait de gré à gré. Ce sont leurs enfants. Et Charles Lamel, là, en pensant qu'on va chercher tel... Non, on ne veut pas de grosses têtes, Charles Lamel. C'est pour ça que la loi de 68 sur la nationalité existe encore. Elle dit que même de la diaspora, et on va vous brandir ça. Donc, ils attendaient que les enfants arrivent à un certain âge où on peut leur donner le pouvoir. C'est ça la transition générationnelle. Et on vous dira que vous étiez là, ça vous n'avez justifier, pas... Vous permettez, avec le respect qu'on leur doit. Je ne veux pas citer les noms. Oui, on est d'accord. Je peux vous les citer dans toutes les sphères, dans l'administration, en politique, dans les 10 régions. Les noms de leurs enfants qui sont au conseil régional. Bien sûr. Dans les conseils régionaux, je connais ceux qu'on prépare. Non, les noms même. L'administration, on peut dire, oui, je vous dis des postes politiques, conseil régional où ils viennent apprendre, DG, DGA, des entreprises publiques et parapubliques, l'armée, la police, la gendarmerie, ils sont, on peut citer les noms. Donc en fait... avec le respect, je vous en prie, on est là dans une transmission générationnelle, de gré à gré, mais de confiscation du pouvoir par des familles et des castes. Voilà. C'est la reproduction familiale. Et le professeur Victor Kamga appelait ça le banditisme politique. Donc, c'est ça la reproduction familiale. Donc, ne soyez pas surpris que le fils d'Enya vienne être député demain. On ne lui interdit pas ça, il est Camerounais. Il est fils de l'autre aussi. Voilà, des fils de Cavalier qui soient. Donc, voilà, il y a d'autres fils qui sont DGA et si on essaie de les voir, il y en a qui sont dans les conseils régionaux qu'on a cooptés comme ça. Donc comme le Gabon, Bombo. Absolument, le Gabon, le Togo, et préparez-vous à ça. Donc, c'est pour ça que notre jeunesse ne doit pas rester dans ce qui semble être un refrain depuis les années 90-91. On va faire comment? Donc, le on va faire comment là doit être traduit en acte. En action justement pour renverser la situation. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. D'abord, il faut constater cela. Parce que le problème, c'est ça. C'est que lorsque nous ne constatons pas les mêmes choses, ça va être difficile à organiser la lutte pour le renversement de la situation. Ça va être très compliqué. Donc, il faut se rendre à l'évidence que les papas et les mamans qui sont là, les grands-pères et les grands-mères qui sont là, sont en train de préparer les enfants pour la reproduction de ce qui était là-bas. Est-ce que Mbombo Bengan est en train d'énumérer sur ce plateau justement, puisqu'on en parle, bon, vous avez la parole. Je voudrais simplement préciser que les Camerounais qui nous regardent ce matin peuvent constater qu'il y a des images qui circulent depuis des mois sur les réseaux sociaux préparant un certain candidat, un certain fils de X à un certain positionnement. Un poste présidentiel. On vous prépare psychologiquement à l'accepter au moment venu, mais est-ce que les Camerounais comprennent justement cela? Au-delà de ce que Mbombo Bengan est en train de dire sur ce plateau, d'ailleurs parlant de la conservation du pouvoir, on a eu ce document qui a fuité sur les réseaux sociaux il y a environ 2 à 3 mois aujourd'hui, où le ministre de l'enseignement supérieur, d'ailleurs secrétaire national à la communication du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le professeur Jafam Ndongo, lui-même est venu dire que c'était un fait, ça n'avait rien à voir, et d'aucuns ont accusé le mouvement pour la renaissance du Cameroun d'être derrière ce document qui a fuité. Mais lorsqu'on le lit en profondeur, on comprend
effectivement qu'il y a quelque chose qui se prépare et on ne devait pas le prendre justement au premier degré. Bon, Benga, vous poursuivez, je vous en prie. Ça commence par les chefferies de 3e degré. Oui. Vous avez les hauts dirigeants PDG richissimes, multimilliardaires. Lorsqu'il vient placer son enfant qui a une double nationalité pour être chef de village, alors qu'il ne sait même pas parler la langue. Bon, c'est justement pour le préparer à ça. Alors que un peu plus, on vous dira, ah non, Hervé Ngom ne peut pas passer. Il a une double nationalité. Comment l'appelle? Dédié Yango. Il a une double nationalité. Tel, Bongo Betman, c'est un peu. Donc, voilà, c'est sélectif. Le choix est sélectif. Et vous disiez que non, oui, les Togolais voyaient ce qui venait, ils ont pu faire quoi? Lorsque c'est arrivé, le président de l'Assemblée nationale Togo, à l'époque, il devait assurer la transition, on lui a dit, il était à l'étranger, on lui a dit, tu n'entres pas. Il n'était pas autorisé à entrer dans son pays. La transition s'est faite sans lui. Au Gabon, on a vu faire. Les Gabonais ont pu faire quoi? Donc, il y a ça. Donc ça veut dire que le Cameroun devait également se préparer à revivre le même scénario. Tout à fait. Avec la reproduction familiale. Les Camerounais ne pourront rien faire pour dire nous ne voulons pas. Je n'en sais rien, mais je dis le chef de l'État est droit dans ses bottes. Il y aura une transition générationnelle, mais ce seront leurs enfants qui vont les remplacer. Voilà, les Camerounais vont-ils accepter ou pas? Je n'en sais rien. Et je dis que ce sera sélectif parce que cette loi de 1968, justement, et je pense que c'est Karine qui l'a énuméré tout à l'heure, c'est lui qui l'a préparé. À l'époque, il est président de la commission nationale de bourse. À 67, quand il prépare ce projet de loi, après, ça passe, il est directeur de cabinet civil et secrétaire général président de la République par la suite en 68 lorsque la loi est passée. Donc, il prépare ça à la base et à la présidence de la République, il diligente les choses pour que ça arrive. Donc, pourquoi c'est à ce moment? On venait d'assassiner Hussein Dafana, qui avait tenu des mouvements camerounais là et tout, en 66, et il y avait beaucoup de gens qui étaient en fin de formation en France, devaient rentrer, il fallait barrer la route. Donc c'est le même scénario aujourd'hui. On commence à étiqueter certains. Il y a la diaspora positive, la diaspora négative, la diaspora approximative, la diaspora. Donc on vous donne des qualificatifs qui permettent aux fichiers de la DGRE de bien voir mieux vous identifier. Voilà, qui est mieux vous particulariser. Qui est des nôtres. Voilà, mais bon, de l'autre côté, on peut coopter qui? Donc c'est un peu comme ça que ça va se faire. Moins, c'est le plan qui est là, qui est mis en place. Il faudrait donc qu'on s'accorde que, je reviens, comme il a cité, il a paraphrasé Frantz Fanon, disons-nous donc que dans cette opacité, il faut que nous trouvions notre mission et nous devons accomplir notre mission. Voilà. Mais il a défini notre mission, celle d'apporter la paix et la prospérité au Cameroun. Oui, justement. Ceux qui seront assis. Non, oui, il a dit. Oui, il ne pas les déranger. Il dit dans son discours, c'est lui-même qui a parlé de paix. La paix, la constitution, l'unité nationale a été engagée le 1er septembre 68. Avez-vous l'impression qu'on a atteint l'unité nationale? Ça a été fait par, on a dit, ah non, laissons les partis, tous les partis politiques doivent se réunir autour d'un seul. L'UNC est né. Mais la constitution de l'unité nationale, vous sentez ça où? Donc, justement, à ce moment, on dit la paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Mais cette paix, c'est où? Il y a effectivement des réflexions profondes autour de cette transmission des valeurs, si vous voulez, ces mécanismes mis en place pour que chaque génération puisse se retrouver. Et au-delà de cette question, peut-être on peut comprendre aujourd'hui les appels de certains partis de l'opposition qui disent ne pas vouloir entendre parler du gré à gré, qu'il faudrait repenser justement l'avenir d'un Cameroun prospère. Maintenant, et là on interprète toujours la jeunesse camerounaise aujourd'hui, d'ailleurs Paul lui-même l'a dit, que cette jeunesse camerounaise qui est, bon Benga, vous me permettez l'expression pour m'échapper, cette constituante très importante de la société aujourd'hui, qui peut justement prendre en main le changement. Est-ce que les jeunes qui nous regardent ce matin comprennent composant sociologique majoritaire. Merci beaucoup. Mobilisez-vous pour le devenir de votre pays.
Voilà. au Cameroun. Alors, est-ce que les jeunes ont compris? Depuis hier, on essaye, tant bien que mal, d'interpeller cette génération à se dire, avons-nous compris l'enjeu, la nécessité, le combat, ce qu'il faut faire pour changer les choses? Maintenant, donc on vous diront, on devra appartenir à un parti politique ou pas. Le plus important n'est pas d'y être investi, mais surtout d'abord de comprendre qu'est-ce qu'il y a de faire pour procéder à un réel changement. Mais il faut le dire quand même, Charles Membachou, pendant que les gens prendront conscience aujourd'hui, la guerre, dit-on, une éventuelle guerre, est dans l'espace. Prenez conscience, vous jeunes, nous sommes aux affaires et nous préparons nos enfants. Rien ne se fera sans eux. Monsieur Michel Ngachou, vous entendez plusieurs noms de personnes qui sont au gouvernement. Allez fouiller dans la vie, qui était leur père. Allez fouiller dans la vie. Vous allez vous rendre compte que pour certains, le père était président du conseil d'administration de la CNPS jusqu'à 80 et poussières d'années. Tel son père était chef traditionnel, son père était gouverneur, il était là en fonction pendant tel nombre d'années, il est même mort en fonction, tel vous avez, allez fouiller, ils sont là au gouvernement. Ce n'est pas des personnes qui sont rien de secret ex nihilo, monsieur Michel Ngachou. Tout se transforme ici-bas. L'ensemble des lois et des violations des lois n'obéissent qu'aux règles de Tanga Nord. Tanga Sud n'en fait pas partie. Prenons un cas aussi basique, monsieur Michel Ngachou. Présentez-moi les signaux clairs qui attestent d'une réelle volonté de transition générationnelle au Cameroun. On vous a brandi le cas de l'ENAM avec le jeune, celui qu'on disait avoir 32 ans, et donc quelques mois plus tard, il y a eu des interrogations sur son âge véritable, des calculs c'était sur Facebook, qu'on voyait, on était tout aussi ahuri, monsieur Michel Ngachou, pour apprendre quelques jours plus tard que mais, ce n'était même pas un jeune. Ce jeune sortait d'une famille qui s'est battue à continuer à pérenniser la continuité familiale en injectant plusieurs frères. C'est sur ce plateau. Et à travers la revue des réseaux sociaux que nous avons abordé, allez voir les délégations régionales ou les délégations départementales. C'est tenu par qui? Les délégations régionales. Allons voir. Évoluons, nous allons dans les ministères, monsieur Michel Ngachou. Allons voir les différents secteurs. C'est tenu par qui? Dans un département ministériel. Cette direction, c'est tenu par qui, monsieur Michel Ngachou? C'est tenu par des jeunes, mais que non, monsieur Michel. Les secrétaires généraux des ministères. Allez au niveau de l'Assemblée nationale, le personnel de l'Assemblée nationale. Allez voir, monsieur Michel Ngachou. C'est les cousins, c'est les frères, c'est les neveux, des X, des Y, toujours des membres de Tanga Nord, monsieur Michel Ngachou, des fils de Tanga Nord. Où est-ce qu'on a pensé à ce jeune? Vous avez dans la moto, monsieur Michel, des gens qui ont des masters, qui font la moto là dehors, des masters. Il pointe toute la journée, il finit de pointer, il va faire cours le soir. Il rentre se coucher, le matin il est sur la moto, il est en master 2, il est en train de préparer. La preuve, aujourd'hui on a dit qu'on ne veut plus trop de tête au Cameroun parce que la dette académique est montée. On a dit désormais que dans certaines filières, on va prendre 5, 3 ou 2 parce que le Cameroun se prépare à fabriquer beaucoup de docteurs en doctorat. On ne sait pas là où on va les amener. Voilà là où on est parti. Autre chose, monsieur Michel Ngachou. Faites le tour à la présidence. Faites un tour dans les services du Premier ministre. On aurait bien aimé, ils sont entrés à 28 ans. Hein? 28 ans, comme secrétaire généraux, on peut bien avoir des secrétaires généraux qui eux aussi vont apprendre, même adjoints. Donnons-leur même les postes de directeur généraux adjoints, secrétaire généraux adjoints. On veut voir des jeunes qui vont apprendre. Des jeunes qui auront cette lucidité et dont les cerveaux seraient allumés, monsieur Michel Ngachou. Nous avons eu des jeunes qui ont osé. Nous avons eu des jeunes qui ont créé, monsieur Michel Ngachou, qui sont revenus au Cameroun proposer, qui ont fait les plus grandes écoles. Le dernier en date à revenir, c'était le responsable du département mathématique, monsieur Michel Ngachou d'Harvard. C'était un Camerounais. Mais il est revenu, il a dit, je veux revenir, je veux me mettre au service. On dit, hey, tu viens guetter les postes, donc tu viens nous... Donc tu trouves que là je suis assis, mon siège ne convient pas. Des postes en dossier, on va t'appeler. Comme vous tournez le dos, c'est comme ça qu'on a déchiré. On l'a fait entrer de porte en porte, porte en porte. Regardez monsieur Michel Ngachou dans le secteur culturel. Quel est l'artiste qui ouvre la bouche? Vous allez au Sénégal, Youssou a été ministre. De la culture. De la culture. Parce qu'il atteint le pavillon, il a essayé d'apporter quelque chose. On l'a nommé, tu maîtrises la culture à l'échelle internationale, nationale. Vois comment tu peux développer.
Il a réussi à rassembler les gars comme les Econ et tout, et consoles et Sénégalais en disant, les gars, n'oubliez pas votre pays, voyez, et montez des projets pour rentrer chez vous. Vendez-nous. Regardez le Cameroun. Sur le plan footballistique, quel est le footballeur qui tient? Je ne veux pas vous citer la musique, monsieur Michel Gatou. Je ne veux pas citer l'écrivain. C'est les administrateurs qui tiennent. Est-ce qu'on donne la possibilité à un jeune qui veut oser penser, oser créer? Regardez, nous avons perdu tous les barons de l'industrie camerounaise. Le feu Père Kadi, Victor Foto, notre roi des capitaines. Regardez le secteur. L'État devait chercher des jeunes capables en disant, mais les amis, on a besoin de jeunes qui vont devoir travailler. L'État va vous accompagner, comme le dit Mbobok ici. Des jeunes qui vont prendre la relève et être demain les remplaçants dignes de Père Kadi Photo. Regardez, nous avons quoi? Nous avons quoi, monsieur Michel Gatou? Allons dans le secteur de la création, l'ingénierie et la création. Nous savons quoi? Nous proposons quoi? Nous avons des jeunes Camerounais, comme le disait tout à l'heure de Dominique ou Karine sur le plateau, ceux qui ont fait les voitures, ceux qui ont créé ci, ceux qui ont créé ça. Ils sont plutôt valorisés. Or, ont-ils été associés au ministère de la Recherche scientifique? On crée un département, monsieur Michel Gatou. On crée un département ministère de la Recherche scientifique en disant innovation technologique. Théma déroulé. Système Vondo. Alain Tef, tous les gars des jeux vidéo, allez là-bas. Allez réfléchir là-bas. Produisez-nous quelque chose. Parce qu'on dépense de l'argent pour l'aide à la recherche. Pour l'aide à la recherche. Nous avons le secteur de la santé. Dans le secteur de la santé, vous avez des gars qui aujourd'hui deviennent vendre des produits au Cameroun. Ils ont pris, monsieur Michel Gatou, ils ont de champs. Ils enlèvent, ils vont en Chine, on fait des molécules, c'est synthétisé, tout. Ils reviennent ici sous forme de cellules pour commercialiser. Est-ce qu'on a pris ces jeunes pour les associer à la gestion? C'est encore des administrateurs, des professeurs de philosophie, des professeurs qu'on va mettre pour gérer le ministère des Finances. Le secteur, la naturopathie, ils sont à quel niveau? Voilà là où on devait en disant, on a donné la possibilité aux jeunes de monter. Dans l'enseignement supérieur, vous avez à Bordeaux des disciplines médicales. Des disciplines, je dis des disciplines médicales dans lesquelles excellent les Noirs. Regardez nos filières. Aujourd'hui, on parle de la plastique. La plastique, même, elle est démodée. Hein? Démodée. Au Nigeria, c'est à passer. Non, c'est passé. Nous n'avons pas une filière qui porte sur la réflexion plastique, les becs de lièvre. Nous avons des jeunes, monsieur Michel Gatou. Moi, j'ai parcouru depuis 10 ans, je parcours des villages où chaque festival que vous rencontrez, il y a des gens qui viennent, des jeunes qui viennent de l'extérieur, semaine de dépistage, vous voyez les disciplines médicales, les appareils que vous n'avez pas. Où sont ces jeunes? On devait les intégrer. Au niveau de l'agriculture, alors là, monsieur Michel Gatou, c'est encore grave. Au niveau de l'agriculture, vous avez des gars qui ont fait des cours, qui ont fait des trucs, la coiphonie. Oui, c'est la coiphonie ou l'aquaponie, c'est des nouvelles disciplines. L'aquaponie, c'est des nouvelles disciplines. Mais vous voyez des gars qui se développent dans l'aquaponie, qu'on interpelle, on va discuter. Mais au Cameroun, nous n'avons pas ces filières. Sortons de là, allons dans le secteur industriel. Faites le tour de l'Ouest, monsieur Michel Gatou. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes ont construit leur maison avec des mini-barrages, système de mini-barrages et tout. Dans leur domicile, ils n'ont plus besoin de l'énergie. On pouvait créer un département au niveau du ministère des Mines en disant voilà des jeunes qui ont pensé, mettez-nous des modèles pour la création des mini-barrages. On arrive à Dépenda, vous avez combien d'eau qui coule? On fait la jonction de ça, ces gars se mettent au travail pour le développement et l'éclosion. On a besoin de l'innovation. J'ai très mal quand je vous entends parler parce que à un moment donné, je me mets à la place de ces nombreux Camerounais qui nous regardent et qui sont conscients du potentiel que nous avons. Vous savez, j'ai parcouru un journal hier. Oui. Et dans ce journal, on était en train de dire félicitations à Madame la Recherche, maintenant le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation, pour avoir découvert l'artémisia. Oui, ça me fait rire. Combien de personnes, des scientifiques de haut rang vont lire cet ouvrage? Non, je vais vous donner le nom de celui qui a mis au point justement l'artémisia. C'est un docteur. Il est bien sûr à l'IRAD. Docteur Ngonk Eddy Léonard. Il faut bien sûr le chercher. On sait exactement ce que Dr Ngonk Eddy Léonard fait au niveau de l'IRAD. Monsieur Michel Gatou, permettez. Vous savez, j'ai cette colère parce que je voulais terminer. Et c'est choquant. Je voulais terminer. Vous allez revenir. À l'IUT, le professeur Jacques Fabien Dongoué est descendu à l'IUT, je ne sais pas pour quelle inauguration. Il a découvert que les enfants ont mis un système de transport sur rail, par voie de rail. L'IUT de Bangoul. Oui, ils ont mis un système de déplacement. Il a apprécié en disant voilà le modèle qu'on pouvait faire dans Yaoundé pour permettre. Et il est rentré stationné à Yaoundé. Il est rentré avec les dossiers, le projet, je le dis ici à mon dos. Il est assis à Yaoundé avec. Des jeunes créent.
on devait vider le ministère de la Recherche scientifique Monsieur, et le remplir. Je dis vider totalement et le remplir par des jeunes, monsieur Michel Batou. Monsieur Mbachou. Monsieur Mbachou, j'ai l'impression que ces gens vendent les projets aux pays voisins. Mais vous ne savez pas que la lampe à néon, monsieur Michel, la lampe à néon qu'on utilise, mais c'est les Noirs qui ont fabriqué. Le génie africain, monsieur Michel Batou. La colère est forte, Chala, mais je vous en prie, vous allez peut-être vous calmer un tout petit peu pour ne pas sortir de là avec une maladie, parce qu'on ne le souhaite pas. Mais simplement, simplement, vraiment, il n'y aura pas de problème pour vous soyez, monsieur Michel. Mais simplement, Charles Mbachou, ce que je voulais préciser, vous avez parlé justement d'Artémisia. Et il faut le dire aux Camerounais qui nous regardent ce matin. Il y a un monsieur, un chercheur à l'IRAD, un très bon chercheur, dont on ne met pas aujourd'hui ses travaux en exergue. On ne reconnaît même pas ce qu'il fait au niveau de l'IRAD. Je le nomme Dr Ngonk Eddy Léonard. Il y travaille. On sait ce qu'il a fait justement dans le domaine de l'agriculture. On sait comment il a fait des croisements aujourd'hui. C'est le seul mec qui vous dit que le Cameroun a tout pour réussir, parce qu'au Cameroun, vous avez l'eau, vous avez les terres, vous avez le soleil. Il est impossible qu'on soit au Cameroun et qu'on ait faim. Et il y est. J'ai fini avec un monsieur, je vous l'ai dit ici sur ce plateau hier, qui a inventé une machine qui s'appelle Mejamba. Il a été reconnu au niveau de l'OAPI pour la création. Il a été accompagné par le président de la République aujourd'hui. Il a mis sur pied une machine pour fabriquer les routes. Charles Mbachou. Quel président? Paul Biya, l'actuel. Aujourd'hui, on a des soucis de route au Cameroun, alors que les Camerounais ont même créé une machine. Je dis Mejamba, allez chercher. C'est un Camerounais, c'est un gars de. C'est incroyable. Il y a plusieurs. C'est incroyable. Dans l'enseignement. Vous allez voir aujourd'hui les nouvelles technologies par rapport à la diplomatie. J'étais en train de parcourir les différentes applications mises par les Chinois par rapport à la gestion du fichier et tout ça des Chinois. On sait à quel niveau se trouve tel Chinois. Je vous assure, je tombais dedans en disant, nous avons des gars qui sortent de l'IRID, monsieur Michel Batou. On peut repenser autrement. Nous sommes dans le digital aujourd'hui, à l'ESTIC. Est-ce qu'à l'ESTIC, on pense à avoir des gars qui peuvent travailler dans le secteur de l'information, de digitaliser? Nous avons des jeunes. Attendez, permettez. Pour vider ces ministères. Puisqu'on en parle, sincèrement, je sais pas, on n'est pas des médiums, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change, Karine? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change? Quand on commence à laisser éclore les jeunes. Quand on laisse éclore, parce qu'il y a des jeunes il y a des talents. Maintenant, quand on laisse éclore les talents, ça veut dire qu'on donne la latitude à ces derniers d'évoluer. On met sur place des moyens qui leur permettront d'avancer. Vous savez ce que fait la Chine aujourd'hui à travers tous les téléphones portables qu'ils nous vendent aujourd'hui? Ça, c'est de l'espionnage. Mais c'est de l'espionnage. La création des applications, la commercialisation des applications. Vous avez votre téléphone comme ça, il y a un œil dans votre téléphone, vous ne savez pas ce que c'est, mais c'est de l'espionnage. Quand vous couvrez ça, votre téléphone signale. Vous pensez que c'est pourquoi? Parce que quelqu'un s'est assis, il a pensé, il a dit, mais comment savoir ce que les Camerounais mangent pour savoir quoi vendre aux Camerounais? Je commence déjà à espionner leur conversation. Mais nous ici, on peut acheter le logiciel pour compter le personnel de l'État à l'étranger, à des milliards de francs CFA. Jusque-là, on n'a pas réussi à compter. Parce que ça ne suffit pas. On n'a pas toujours réussi à compter. Il y a toujours les mots qui réapparaissent. Ça sert à quoi? Alors que vous avez des jeunes là qui créent des logiciels et qui vendent à l'extérieur. Il y a des jeunes aujourd'hui qui étaient à Boya, qui n'avaient des entreprises que pour la création des logiciels et qui recrutaient. Et qui vendaient des applications au Canada, en Grande-Bretagne et tout. Mais aujourd'hui, là, il n'y a plus rien. On n'entend pas parler. La crise anglophone, tout était détruit. L'industrie du vêtement est morte avec SICAM, effectivement, par exemple. Donc, nos stylistes, modélistes ne pourront pas habiller nos ministres et nous parce que ils ne les habillent même pas souvent. Malheureusement. Donc, il y a des solutions que vous préconisez tout de suite là, estimons que le chef de l'État vous regarde. Puisqu'il nous a fait savoir qu'il nous regarde tout le temps sur les télévisions. On nous l'a dit. Si c'est une solution, mais dites-le lui en réalité. Qu'on soit honnête, oui. Vraiment, il ne nous fait pas de bien. Il ne nous fait pas de bien. Il ne nous fait pas de bien. On a besoin d'autre chose. On a besoin d'un souffle nouveau. Et personne n'aimerait avoir ou bien voir son frère en train de boire l'eau dans une flaque. Même si on ne donne pas le travail aux gens, même si on ne donne pas de quoi se construire ou bien avoir des voitures, les Camerounais ont besoin de minimum. Voilà. Et c'est pour ça que J. Rollins disait, personne n'accepte de se faire humilier ou bien priver de sa dignité. Lorsqu'on donne 1000 francs
un jeune Camerounais, peut-être âgé de 28 ans, à l'âge où il était déjà à la présidence, je veux dire qu'il travaillait déjà là-bas, c'est humiliant. Voilà. On va, cher Amel, lorsqu'on meurt, ou bien que les enfants meurent. Une petite chose en disant, puisqu'il n'y a pas de message ce matin, je vais vous rappeler cela en vous disant, Monsieur Michel, une grande pente, un baron de ce régime chute un jour. Il chute, il est 23 heures. Il arrive à l'hôpital général de Yaoundé. Lorsqu'il arrive, il demande quels sont les médecins qui sont là. On lui donne le nom de son fils. Il dit, ramenez-moi à la maison, je ne vais pas mourir. Ce que je rentre mourir à la maison parce que ce gars est un cancre. Voilà. Et ce gars est urgentiste. Il est médecin à l'hôpital. Si vous avez un parent qui le dit de son propre fils, j'ai discuté avec un responsable, je voyageais, j'allais à Yaoundé, un responsable, je termine là, un responsable, un enseignant, qui me disait, vraiment Charles Amel, je t'écoute tout le temps. Mais à des moments, quand je t'écoute, je pleure. Et je le dis en regardant la caméra, la majeure partie des enfants de ces personnes arrivent avec un seul objectif, recommandation des parents, faites tout et tout pour qu'ils passent, donnez-lui les diplômes. C'est des cancres. Merci beaucoup, Charles. Merci beaucoup. Ce sont ces cancres. On a des messages qui arrivent, finalement, on a des messages, bien. Oui, on a des messages. Merci beaucoup. Vous bavardez quoi? Ça, c'est Alain Djikam. Les jeunes, c'est pour les mototaxis, les sauveteurs. Quand ils vous aiment, c'est être maître d'école primaire, de lycée, militaire et autres, après que vous ayez acheté. Sauf qu'il y a des maîtres d'école qui ont des doctorats et des professeurs qui ont des doctorats. Il faut le dire. Donc ça, c'est une insulte encore. Non, ça, c'est quoi une insulte? Il ne faut pas laisser passer. Nous avons des professeurs de lycée qui ont des doctorats et nous avons des maîtres d'école qui ont des doctorats. Effectivement. Le docteur Simon, nous pouvons citer le docteur Simon. Elle a un doctorat, monsieur Michel Ngatou. Alors, il faut respecter aussi quand même ces différentes personnes. Ce n'est pas parce qu'on est maître d'école qu'on a arrêté d'avoir un cerveau éteint. Merci beaucoup. Il faut l'allumer. Mais comment le président peut nous parler de transition générationnelle alors que lui-même, depuis plus de 35 ans, a mis en place une gérontocratie qui bloque systématiquement le bal des générations? De qui se moque-t-il? Il nous demande de nous mobiliser pour développer le pays. Pourtant, c'est lui le principal obstacle à l'épanouissement des jeunes par ses politiques d'exclusion des jeunes. Henri Michel Tcham. La notion de jeune dépend de celui qui est vieux. À 88 ans, celui qui a 60 ans est jeune. La transition générationnelle, oui, mais il faudra la promouvoir en mettant en avant les jeunes qui hissent haut l'image du pays. Est-ce que c'est donc le cas? Non. D'autre part, la jeunesse, si elle ne s'implique pas assez dans la gestion des choses de ce pays, qu'attendre d'elle? Ce pays est à l'image des personnes qui nous dirigent, moribonds, lents, séniles et dépassés par les choses modernes de ce monde. En 2021, on n'arrive pas à établir de simples CNI. Comment quelqu'un qui est né en 1933 nous promet l'émergence en 2035 à 102 ans? Donc, c'est seulement lui qui peut nous y amener. Tony Frank Damchouat. Sauf que nous n'avons pas fait le procès de l'âge. Il n'est pas question d'âge. De nous amener à 132 ans. Non, c'est pas un procès d'âge. Nous parlons de la transition. Vraiment, on a bien spécifié que nous respectons ces papas parce qu'ils ont un âge avancé et nous en Afrique nous respectons ceux qui ont ces âges-là. Donc quelqu'un est responsable de la mort de votre fille et vous allez l'enterrer chez l'homme. Sorcellerie. Le juge dit je te donne l'enfant, tu apportes les garanties et dis le contraire après. Vampirisme. Soit ils veulent vendre l'enfant à quelqu'un, soit ils ont deux ventres. Mon frère, c'est ton enfant, ne discute plus. Prie Dieu qu'on prenne bien soin d'elle. Et à chaque fois que cela sera possible, envoie le nécessaire pour l'enfant au moins jusqu'à ses 18 mois. Tony Frank Damchouat. C'est tout pour les messages de ce matin. Incompréhensible ce matin. On va peut-être vous dire, peut-être pas peut-être, on va sortir de ces sujets ce matin tout en vous rappelant que vous êtes également très nombreux à réagir sur les réseaux sociaux à la suite de plein d'histoires qui tournent autour de la toile. Et comme aujourd'hui, plein de Camerounais choisissent effectivement de s'y exprimer, on va rapidement se retourner à nouveau vers vous, Karine Santia, pour prendre les sujets qui ont fait parler les Camerounais ces dernières 24 heures sur la toile. Violence policière sur la toile. Le reportage d'Equinox Télévision fait le tour des différentes plateformes. Il se passe qu'un jeune homme âgé de 35
45 ans. Il se nomme Kelba César Daniel. Il est décédé hier à l'hôpital La Quintini de Douala des suites de tortures subies à la brigade de gendarmerie de Lorgbessou. Ce qui se passe, c'est qu'au marché de PK14, il a tenté de faire une blague à une femme qui était là pour se coiffer. Et la femme n'a pas digéré la blague parce qu'il avait tapoté un peu l'épaule. La femme n'a pas digéré la blague. Et ça a commencé d'abord par des échanges qui n'ont pas prospéré. Et après, elle est allée à la brigade pour appeler un de ses contacts là-bas qui est arrivé au marché. Et le garçon, étant déjà vigile dans une microfinance, n'a pas pu se déplacer. Il est venu, 2 hommes en civil sont venus étant des indiques, dit-on dans les témoignages des commerçants. Prendre ce jeune homme-là et l'amener à la brigade. Finalement, sa famille l'a retrouvé agonisant. Voilà, on l'a à l'image, bien sûr, le regretter aujourd'hui dans un état assez compliqué puisqu'il est, il faut le dire, il est à la morgue de l'hôpital La Quintini de Douala. Aujourd'hui à Douala. C'est une situation c'est un sujet assez grave. qui nous pose quand même à nous poser un certain nombre de questions. Mais surtout sur les bavures, sur l'attitude de la police aujourd'hui et la gendarmerie. Qu'est-ce qui peut expliquer? Là, c'est la gendarmerie. C'est la gendarmerie, la gendarmerie, oui. Bon, on ne peut pas déballer policiers dans la globalité. Hein, non, c'est les policiers pour le moment. C'est la gendarmerie. Parce que c'est non, ils ont fini avec le viol. On a fini avec le viol. Maintenant, on est sur la bavure des gendarmes. La gendarmerie, monsieur Michel Ngatou. Oui, Charles Lamel. Il ne faut pas qu'ils aient l'impression que c'est un acharnement sur les policiers. Bon, d'accord. Justement, puisque vous avez la parole, vous aussi, vous faites partie des premiers Camerounais à être formés sur ce sujet, Charles Lamel. Et on a laissé que la rédaction puisse mener cette enquête. Et elle a très bien fait d'ailleurs, on a entendu. Mais vous appréciez l'attitude de la gendarmerie? Lorsque ces personnes sont venues nous saisir, on les a retrouvés venant se plaindre de la situation. On s'est déplacé pour vous et moi, parce qu'il faut le dire, on s'est déplacé pour l'hôpital à Quintini, où le corps gisait, disons-le comme ça. Nous sommes allés voir et on a discuté avec quelques médecins qui nous ont dit qu'il a subi des traumatismes, des violences. Je m'en tiens au dernier mot employé par les médecins au vu du corps. Qui a transporté, qui a donné l'ordre pour qu'on interpelle cet individu? Je m'adresse au commandant de brigade de PK14. Est-ce qu'une plainte en bonne et due forme, on a respecté la procédure de la plainte? Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse une plainte antidatée. Ou alors c'est parce que cette fille, sortant avec un gendarme, où il y a une connaissance, a passé un coup de fil en disant ici, voilà un gars qui m'a menacé, je ne tolère pas, je n'accepte pas, je ne valide pas l'acte posé par le garçon. Je ne suis pas à ce niveau. L'acte est déjà condamnable du fait de trouver une femme, tapoter l'épaule, vous n'avez aucune affinité, ou tapoter les fesses. Vraiment, il y a des gens qui brillent par cela. Vraiment, c'est condamnable. Je ne suis pas à ce niveau. Donc, qui a donné l'ordre de venir interpeller le garçon? Est-ce qu'on a respecté le code de procédure pénale qu'il voudrait que lorsqu'on interpelle quelqu'un, on dit bonjour, brigade de PK14, vous faites l'objet de ceci et cela, voici le mandat et tout, on vient. Parce que là, il est en fonction. Ça suppose que l'entreprise de gardiennage qui emploie ce garçon doit poser les questions de savoir, parce que là aussi c'est de la responsabilité, comment mon élément, vous ne nous avez pas saisi par courriel, comment mon élément, vous venez prendre mon élément en poste, si pendant que vous l'interpellez avec braquage dans cette banque, que direz-vous? Vous l'interpellez, vous le gardez, vous le molestez, monsieur Michel Ngatou. Lorsque ça devient compliqué, on l'amène à la cité des Palmiers, ça ne va pas à la cité des Palmiers. Qui a ordonné la libération de la cellule au vu des circonstances aggravantes des cas et de la maltraitance pour l'hôpital? Ceux qui l'ont reçu à l'hôpital de la cité des Palmiers, comment l'ont-ils été définis sur la main courante? Comme un voleur, comme un braqueur? C'est à retracer, M. Michel Ngatou. Comment est-ce qu'il parte de là? Voyant qu'on ne peut pas s'occuper de lui, comment part-il de là pour l'hôpital à Quintini? Et il arrive dans un état vraiment croulant. Sa famille a-t-elle eu accès à lui? Vous vous rendez compte, M. Michel Ngatou, qu'on est là, sur tous les pans, que cela puisse paraître à une grosse violation. Je pense que tout le monde a pu voir le reportage d'hier, comme moi, beaucoup ont eu le sang qui a retourné véritablement. Comment on va prendre un individu, coup de pied, coup de poing? Non, mais M. Michel, ça c'est quelle histoire? C'est quelle histoire qu'on vit dans un pays comme celui-ci? Il faudrait que le secrétaire général
de Galax et Toga réagissent avec d'État à la défense. Ils réagissent avec la même verve que le ministre de la Défense. Mais s'il doit réagir, Charles Bachou, est-ce qu'il doit réagir seulement pour le gendarme en réalité qui est fautif? Parce qu'il y a le gendarme, il y a les deux indices, il y a le commandant, il y a toute la gendarmerie en réalité aujourd'hui qui doit être interpellée. Toute la gendarmerie, on ne veut laisser personne réellement dans cette histoire. Mais Dominique Audrey, comment vous analysez justement? Parce que est-ce qu'on peut laisser passer une telle réaction dans un pays qui, dit-on, a des droits et un pays de droit, où les individus, les citoyens ont des droits, on vous interpelle comme cela. Et on revient même encore sur le lieu du marché, menacer ceux qui sont susceptibles de dire ce qui s'est passé au Cameroun. Comme un Tui. Comme un Tui. Mais la force, c'est... Comme un Tui. La loi de la force. Comment vous comprenez ça, vous? C'est incompréhensible, Michel. C'est incompréhensible. Mais comme M. Mbachou a dit, on attend de voir la réaction de M. Etoga Galax. On attend sa réaction parce qu'il faut effectivement, de quelque façon que ce soit, que justice soit rendue à cette pauvre famille. Donc, maintenant, on va enfermer les gens simplement parce qu'une dame s'est présentée comme ça. Est-ce qu'elle s'est présentée? Elle est d'abord appelée. Sauf que la dame qui raconte dans le reportage dit qu'elle était assise, on lui a touché l'épaule et après elle a ramassé un banc. D'abord qu'il y a eu une sorte de bagarre entre les deux. Peut-être qu'il faudrait appeler les uns et les autres à un peu plus de retenue dans les relations interpersonnelles. Il faudrait avoir un peu plus de retenue parce que vous savez comme vous êtes, mais vous ne savez pas comment les gens en face de vous se comporteront. Pour qu'on limite, la société n'est plus celle qu'elle était avant. Les gens ne sont plus aussi sociables qu'avant. Donc il faut prendre un peu la mesure. Aujourd'hui, voilà quelqu'un qui meurt comme ça. En attendant que M. Etoga ne réagisse, il faudrait que la famille... condoléances à vous. Non, mais non. À la famille. Condoléances, c'est vrai, c'est bien. Monsieur, ça ne va rien changer. Peu importe ce qu'on va dire, le monsieur, il est mort déjà. Oui. Il est mort déjà. Même si on fait quoi, même si on décide d'engager une marche aujourd'hui, même si on décide de crier au loup, de faire, je ne sais pas trop n'importe quoi, rien ne changera. Il est mort. Alors donc maintenant, les lois au Cameroun, on les fait pour que ce soit violé et que ce soit la gendarmerie soi-même qui accepte de faire violer les lois par les mêmes gendarmes. Monsieur, hier on parlait des mandats dans le nombre de temps dans les sociétés publiques, non? Oui. C'est respecté? Non. Donc, c'est pour dire que pour les vivants aujourd'hui, il faut savoir comment faire. Il faut savoir comment vous tenir désormais. Parce que vous savez, dès que vous allez faire quelque chose à quelqu'un qui connaît quelqu'un, on va vous faire du mal. Désormais, c'est comme ça. Donc, il faut savoir à quoi vous en tenir. Et merci à M. Mbargangele pour la justice, le brin de justice rendu à cette jeune fille. Laquelle? Celle d'un Tui, par contre, parce qu'il faut juste le lien, parce que le policier Rémi... Démis de ses fonctions. C'est Rémi Ngomon, je crois, un truc comme ça, qui a été démis de ses fonctions. Maintenant, il est poursuivi par la justice camerounaise. On attend... Maintenant, il ne fait plus la gueule. Il n'est plus policier. On attend le cas pour le monsieur ici. Et ça fait plaisir de savoir que les voix des Camerounais, d'une certaine façon, sont entendues. Donc, il faudrait que les Camerounais continuent de crier ensemble au scandale. Il faut crier encore et encore et encore, et on va vous entendre. La justice. C'est la voix du peuple. Mbambo Bengan, vous également, cette histoire a fait le tour de la toile depuis hier soir jusqu'à ce matin. Et on nous a d'ailleurs fait savoir que les jeunes de ce quartier PK14 ont choisi d'aller justement en découdre avec les gendarmes au niveau de ces brigades de PK14 aujourd'hui. Finalement, le Cameroun ressemble à quoi? Vraiment. Ça ressemble à un Far West, un Capernaum. Justement, ce que Charles Hamel a énoncé, les communicants de RDP s'appellent ça la République exemplaire. Mais ils ont dit que c'est en construction. Donc ils constatent eux-mêmes qu'on n'y est pas. Ils vont construire. Et la construction, ce n'est pas en un jour. C'est la fondation encore. Elles sont encore au niveau de la fondation. Non, de manière globale, le Cameroun est malade. Le Cameroun est malade et c'est le gouvernement qui tient la responsabilité de cette maladie. Oui, un acte vient de se poser, c'est désolant. Nous avons le cœur meurtri. Mais je ne m'éloigne pas, je veux dire, je ne vais pas dans le sentimentalisme.
Parce que Galag et Toa pouvaient vous dire que oui, mais j'ai mes éléments. Ils étaient allés faire pipi, ils avaient 1000 francs. On les a tués parce qu'ils n'avaient pas 100 francs. Or, ils avaient 1000 francs. Vous voyez, quand on se retrouve dans une société qui est complètement délitée, ça devient difficile de voir des problèmes. Mais nous, comme vous avez dit, nous avons commencé notre travail à nous dénoncer ce qui est contraire aux intérêts des populations. Mais il faut qu'on aille un peu plus loin et peut-être demander au gouvernement de laisser la société civile émerger. C'est la société civile qui est la sentinelle de la société. Vous, des médias, vous faites votre travail. Mais maintenant, la construction de la citoyenneté, est-ce qu'on laisse la possibilité, par exemple, la dynamique citoyenne de Jean-Marc Coco, au droit des humains de Ngombe, à l'autre citoyenneté de Philippe Nanga, ainsi de suite, à l'ACDIC, par exemple, le truc alimentaire, on ne laisse pas. On ne les laisse pas. Et si les gendarmes eux-mêmes avaient la possibilité de créer des syndicats, peut-être ils auraient des revendications à faire à l'endroit de leur hiérarchie. Et je ne vous le fais pas dire. Je ne le fais pas dire parce que, bon, sans vous couper, c'est juste une parenthèse, je ne vous le fais pas dire parce que on a des plaintes énormes des policiers, des gendarmes, des hommes en tenue qui nous sont renvoyés tous les jours, mais parce qu'en réalité, il faut protéger la eux-mêmes, ils sont dans une frustration à nul autre pareil. Et ils frustrent les autres en même temps. Mais oui, c'est incompréhensible. C'est-à-dire que vous êtes frustré, et vous frustrez parce que vous ne renvoyez la frustration que parce qu'on ne vous écoute pas. Oui, alors que vous pouvez... Ça, c'est le principe. Vous pouvez, ils peuvent, mais eux-mêmes, ils s'asseyent quelquefois sur des vieux registres. Ça veut dire que la chaise qu'ils ont n'a plus de mousse. Ils ont entassé les registres, ils s'asseyent dessus. Même pour les procès-verbaux, quand ils sont en train de faire leur travail d'enquête, ils n'ont même pas de format. Quelquefois, c'est vous qui devez acheter les formats, vous les rapportez. Donc, vous voyez, et dans une société, il fait chaud, on transpire, il y a la poussière. Donc, le gouvernement ne met pas les citoyens dans un environnement où on peut parler. On ne se parle pas. Je vous ai dit ici, parlant même le préfet des hauts plateaux, Sokoujou, comment le préfet ne peut pas parler à un roi dans son truc. Madame Damjoya et Bobo Njoya, on ne se parle pas. Vous avez entendu dernièrement le secrétaire général des services du Premier ministre, il suspend les recrutements que le ministre en charge de l'enseignement supérieur est en train de faire, alors qu'ils appartiennent au même gouvernement. Lorsqu'il y aura des flagrations sociales, il y aura des règlements de compte terribles, ce sera un peu difficile. C'est pour cette raison que nous disons au gouvernement, faites l'effort d'enseigner. Aujourd'hui, on vous dit, logiquement boycotter la rencontre avec le directeur général des impôts. Bon, vous voyez, c'est un peu compliqué, ce pays-là. C'est compliqué, mais ce bonhomme, je termine en disant comme Dominique Audrey, soyons, j'allais dire, toute proportion gardée, essayons d'être un peu réservés. Voilà. Un peu réservés parce que nous avons, pour nous autres, nous traînons de mauvais karma. Vous pouvez sortir en route comme ça et voilà, peut-être une gifle vous emporte, vous êtes mort, et même les gens qui vont vous dire, vous voyez, il y a des choses très compliquées où nous avons tourné le dos à Dieu. Et quand on tourne le dos à Dieu, il n'y a que la désolation qui vous choque. Merci beaucoup, Mohamed Gan. Allez, on va sortir. Il faut trouver la femme là. En fait, aujourd'hui, selon les informations qu'on a eues ce matin, on va la retrouver. C'est que ce matin, non, selon ce qu'on a eu ce matin, parce qu'avant d'entrer en studio, nous avons tenté d'avoir les familles également, qui nous ont fait savoir que jusqu'ici, elle est introuvable. Et les gendarmes en question, eux aussi, sont introuvables. Alors on espère que Galaxy Toga fera quelque chose au plus vite pour qu'on puisse... et surtout que l'on rende public, surtout ce qui va se passer, parce que c'est important. Charlemagne. Oui, il faudrait qu'on les retrouve, comme on va retrouver, on est en train de chercher le douanier et le gendarme qui avait expliqué, qui convoyait le centaine, le douanier et le gendarme qui convoyait. Alors, je vous ai dit, on est passé lundi à côté d'un tel scandale à Deido, plus précisément à la rue des Pavés, M. Michel Ngachou, où un garçon avait sa copine, avec qui il sortait, ils ont eu des problèmes.
Et il a confisqué le téléphone portable de la fille. La fille est partie faire appel à un militaire. Le militaire a débarqué chez le gars. Il est entré dans le salon du gars. Il a commencé à menacer le gars. Le gars lui dit, tu entres chez moi, tu me menaces. Ok, il est parti, il a fermé la porte, techniquement la porte de la maison. Il a lancé la clé à l'extérieur. Les gars qui ont commencé à courir, casser pour vouloir molester le militaire à l'intérieur en lui demandant, est-ce que c'est de son ressort ou de sa responsabilité de venir réclamer, parce que c'est de ça qu'on parle d'attention que les gens ont, et les gens qui ne se parlent pas. Finalement, c'est la police qu'on a appelée, la police est arrivée, et on demande au militaire, vous êtes qui? Vous appartenez à quel brigade? Le militaire a commencé à se mettre à genoux, taper les mains pour essayer de... Donc, je dis, pour corroborer ce que les gens connaissent leurs droits. Pour dire qu'il y a des choses que les gens posent comme action ici dehors. Les gens qui connaissent vraiment. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je suis à Yaoundé en 2017, je pense bien. 2017, effectivement, je pense que c'était à la veille du décès de maman, parce que maman décède le 6 juillet. Alors le 5 juillet 2017, effectivement, je suis au niveau de, vous appelez, à l'intendance. Je sors d'une radio dans laquelle je travaillais et on m'appelle, on me fait savoir qu'il y a un cas très urgent à la maison. Je sors, je vais à la maison. Et au niveau de l'intendance, il y a un célèbre snack là-bas. Un policier était correctement molesté par un militaire. Je dis bien, chose vue, entendue, sentie, touchée, palpée. Ressenti. Policier correctement molesté par un militaire. Tout sortait. Et vous ajoutez correctement molesté. Non, parce qu'il était agonisant. Il était agonisant avec la tenue justement de la police sur lui. Ce dernier appartenait bien sûr à la famille d'un haut cadre, ancien ponte du régime. Aujourd'hui, ancien DCC si vous voulez, de regretter mémoire. Le policier en question. Et je vois justement comment on l'encadre. C'est-à-dire que, puisque l'état-major n'est pas loin de l'intendance, les militaires de l'état-major l'ont sorti, l'ont encadré. Parce que les populations voulaient justement en découdre avec le militaire. Dès qu'il est entré à l'état-major, on vous dit, entrez maintenant, on verra. Vous voyez à quel niveau, comment est-ce qu'on peut parler d'une justice dans un pays? Et moi, j'étais là, observateur, je comprenais rien. Je dis, mais comment est-ce que quelqu'un a battu quelqu'un quasiment à mort? Et ses collègues justement militaires de l'état-major, je parle de l'état-major, là Yaoundé, préfèrent le couvrir. Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'a eu accès justement à l'état-major. On n'en sait rien aujourd'hui. On n'a pas battu quelqu'un. Le policier est en tenue. Ça veut dire que ce militaire... Et le militaire s'est en tenue. Voilà, ça veut dire que ce militaire a déchiré le drapeau. C'est un coup d'État qu'il a fait là. Taper un policier en tenue, ça veut dire qu'effectivement, vous vous êtes engagé contre les institutions de la République. Donc c'est plus que... Oui, c'est des situations effectivement qu'on a Yaoundé. Et puis, pas seulement Yaoundé, c'est partout au Cameroun. Allez, merci beaucoup Karine. Le délitement est trop grave. On est bien loin. Ce qu'il faut faire en fait, c'est de dire... Entre policiers et militaires quand même, nous on sait que c'est des personnes qui sont... très liées. Non, il n'y a pas de complicité. Ah bon, plus ces jours-ci. Les frustrations ont atteint un niveau. En réalité, ce qu'il faut faire, au point de relativiser. Bon, Charles, Karine de Nicodé, avant de sortir, on va peut-être donner nos avis. Il y a trop de tension au Cameroun. Il y a trop de colère au Cameroun. Mais qu'est-ce qu'on peut proposer? Qu'est-ce qu'on peut se dire le temps de sortir cette émission pour pouvoir... Oui, on va continuer à proposer. On va continuer à redire. Qu'est-ce qu'on peut dire aux Camerounais qui nous regardent ce matin? Qu'est-ce qu'on peut dire au gouvernement? Qu'est-ce qu'on peut faire pour calmer les tensions de Dominique Audrey? Moi, je vais dire au gouvernement que si jamais les Camerounais ont envie de manifester pacifiquement leur douleur, leur ressentiment, je dis bien manifester pacifiquement leur manque d'électricité, d'éducation, de santé, d'eau, d'énergie, de nourriture, de tout ce qu'ils veulent, laissez-les faire. Auquel cas, vous vous retrouverez sur les bras avec des violences. Voilà. Oui. Parce que ça, c'est... Beaucoup de frustration. Ventre affamé n'a point d'oreille. Hein. À un moment donné, souvenez-vous le 2008. Hein. Ventre affamé n'a point d'oreille. Bonbon Bengane, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour en sortir? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ramener, pour taire les violences, pour taire les frustrations? Il faut créer des couloirs de dialogue. Les gens doivent se parler. Doivent se parler, que ce soit au niveau institutionnel et au niveau social. Il faut se parler. Oui. Mais le gouvernement a pris l'option de faire la guerre. C'est là où, au niveau où on est arrivé là, j'ai peur que
qu'il y ait une déflagration sociale. D'abord, même comme le football est comme dans cet état, ça va en rajouter. Et c'est très grave. Ah oui. On s'amuse pas au Cameroun. Hein. Moi, je l'ai dit ici une fois sur ce plateau, on m'a traité tout le nom d'oiseau. On s'amuse pas au Cameroun. Il y a trop de frustration. Il n'y a même pas des moments d'amusement, Karine. Peut-être c'est une solution. Il y en a même pas. Avant qu'on s'amuse, il faudra déjà que nous sachions ce que nous avons à faire. Parce que un peuple qui s'amuse, c'est un peuple qui a quand même déjà atteint la plénitude. Hein. Ouais. Oui. Si vous n'avez pas encore atteint le début, vous n'avez même pas encore commencé, vous ne pouvez pas avoir l'esprit de vous amuser. Ne voyez pas tout ce qu'on fait là, concerts, cinéma et autres là. C'est pas suffisant pour divertir un peuple. C'est vraiment trop insuffisant. Il n'y a même pas d'abord d'espace pour se divertir. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est déjà que les jeunes soient informés de leurs propres droits. Voilà. Parce que si vous connaissez vos droits, certains abus ne seront plus commis à votre endroit. Ça va, Mel. Il faut déjà qu'ils connaissent leurs droits. Monsieur Michel, je vais vous résumer en une seule chose. Le vivre ensemble, on connaît. C'est le manger ensemble qu'il n'y a pas. Faites manger les gens. Redistribuer les richesses de ce pays. Que ceux qui ont volé, qui continuent de piller les richesses de ce pays pour construire des immeubles, procéder à l'expropriation des populations, qu'ils récompensent à la redistribution. Ce n'est que ça il faut qu'on demande, que tout le monde mange. Merci à vous, madame, messieurs. On vous le dit chaque jour sur ce plateau. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Au pire des cas, elle va vous broyer, madame, messieurs. S'il vous plaît, prenons conscience. Allumons nos cerveaux. Le Cameroun est à reconstruire. Et on le fera ensemble. À demain 10h.